Donc, bonsoir et bienvenue à ce ciné-débat empreinte. Donc, Sylvian vient de parler de l'équipe. Donc, j'aimerais aussi vous la présenter. Donc, nous avons ici, derrière les caméras, au centre de l'amphi, Thomas Decroix, qui est le réalisateur de l'émission. En régie, Gilles Chabot, qui est un de nos opérateurs, donc cadreur et opérateur drone. Et donc, moi-même, qui écrit et qui anime cette émission Empreinte, en partenariat avec le WWF et également pour la partie pédagogique avec le Centre d'initiation à l'environnement dont je vois les représentants ici ce soir dans la salle. Donc nous avons beaucoup de chance, nous sommes très bien entourés. Merci à l'université de nous accueillir ce soir et au Cressica de se faire le relais pour qu'on ait lors de nos soirées débats des scientifiques qui soient présents, qui puissent vous apporter de l'information complémentaire à l'émission, mais qui puissent aussi répondre à vos questions, ainsi que les intervenants qui sont dans l'émission Empreinte. Ce soir, nous allons parler de la pollution plastique. Ce matériau qu'à l'origine on considérait comme un matériau miracle est devenu au fil du temps un véritable fléau pour la planète. Il envahit nos océans, il détruit la vie sauvage et il impacte la santé humaine, on le sait aujourd'hui. En Nouvelle-Calédonie, il y a une loi plastique qui interdit le plastique à usage unique depuis août 2019. Qu'est-ce qu'interdit exactement cette loi? Est-ce que c'est suffisant pour lutter contre cette pollution qui est à la fois visible et, vous le verrez, invisible? Et puis, quel est l'impact réel du plastique sur l'environnement et sur la santé humaine? C'est à toutes ces questions que nous avons essayé de répondre dans cette émission avec nos intervenants, donc Hubert Géraud du WWF, Caroline Rancien de l'ADEME Nouvelle-Calédonie, Thibaut Bizien de Calédocline. Et ils seront ce soir avec nous en présence de Éric Vidal et Fanny Houlbrecht, qui sont deux biologistes de l'IRD, qui vont nous apporter également des informations très intéressantes. Avant de lancer la projection de l'émission, je vous précise que cette soirée est filmée dans son intégralité dans le cadre de Calédonia Conférence et sera diffusée donc sur la chaîne Calédonia le samedi 4 juillet à 14h, puis disponible en replay sur le site de la chaîne. Je vous souhaite une très bonne projection, ça dure 26 minutes et on se retrouve après pour le débat. Le plastique, un fléau mondial auquel la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas. Il pollue la nature, met en danger la vie sauvage et les écosystèmes, mais aussi la santé humaine. Et que deviennent tous ces déchets qui échouent dans les mangroves et sur les plages? Direction la baie de Taureau à Païta, où Elisabeth a rendez-vous avec Thibaut Bizien et les bénévoles de Calédocline, une association éco-citoyenne qui assure le nettoyage des sites pollués. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah ouais. Écoute, je suis ravie de participer à cette action de ramassage avec ton association aujourd'hui. Alors explique-moi, on va où et qu'est-ce qu'on va faire? Alors en fait, on va aller de l'autre côté là-bas. Tu vois la baie là-bas? Oui. En fait, on a 3 plages, donc on a déjà 2 plages qu'on a nettoyées, on a tiré 1,5 tonne de déchets, on va faire la 3e plage aujourd'hui. Okay. Et pour ça, il faudra partir équipé. Ok. Comment ça t'est venu, Thibaut, toi, cette envie de nettoyer?
À la base, ça n'a rien du tout d'écolo, on n'était pas du tout écolo, on était surtout calédoniens, on est tous fiers de notre pays, on est tous fiers de vivre ici. On s'est dit, un truc que tout le monde peut faire, qui est simple et qui nous paraissait absolument important, c'était de se baisser pour ramasser les déchets et nettoyer notre île, la retrousser nos manches, la choper des sacs, des gants, et puis on est parti nettoyer tranquillement. Alors au début on était 5, on n'était pas très nombreux, une bande de potes quoi, et puis de plus en plus. Et donc petit à petit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à développer un véritable réseau avec des cercles vertueux et puis monter des opérations de plus en plus nombreuses et de plus en plus conséquentes. L'année dernière, on a nettoyé 200 tonnes de déchets, on a collecté plus de 200 tonnes de déchets, on a fait plus d'une centaine d'opérations de nettoyage. Sur les 200 tonnes de déchets, il y a 150 tonnes qui ont été envoyées au recyclage, puisqu'on a quand même eu 3500 personnes qui sont venues l'année dernière sur nos opérations. Bon, on s'y met? Bah ouais, c'est parti, tiens, je te donne les gants. Et puis on va commencer ici. Allez! Allez, bon, on commence par les bouchons. Et là, c'est pas ce qui manque. Hein. Ouais, t'en as pas mal, ouais. Alors, ça, on les recycle, hein, les bouchons. Oui, alors en fait, au départ, c'est une opération qui s'appelle les bouchons d'amour en Nouvelle-Calédonie, qui a été mise en place par l'association de la sauvegarde de la nature. Et donc en fait, l'objectif, c'est de recycler les bouchons pour pouvoir ensuite débloquer des fonds qui vont servir à soutenir le handicap en Nouvelle-Calédonie, donc soit pour des projets individuels ou collectifs. Et donc aujourd'hui, c'est justement nous, Calédocline, avec SOS Mangrove, qui gérons ce projet. Et donc on a la chance d'avoir un recycleur local qui est EcoPavement, et avec lequel nous pouvons donc envoyer ces bouchons au recyclage et qui donc est partenaire pour cette opération. Lui, il fabrique des dalles, hein, c'est ça, avec du plastique recyclé. Exactement, et de la scorie également. Bon, on a aussi des briquets. Les briquets, on en trouve en très grosse quantité, c'est un truc qu'on a beaucoup avec les bâtons de sucette notamment. Ah. C'est assez impressionnant, les bâtons de sucette, tu vas voir, il y en a énormément. Bah tiens, hop, on met les bouchons de côté alors. Oui, on va mettre les bouchons de côté. Voilà, le symbole identitaire calédonien quand même, la claquette. Ça, on va en trouver. On peut faire un pari sur ce qu'on ramasse aujourd'hui. Allez. Je pense qu'on ramasse 50 claquettes. Ah oui, quand même. Ouais, je pense. Sur cette petite plage, 50 claquettes. Donc là, le polystyrène, ça contient une des substances chimiques les plus toxiques de la planète. C'est un perturbateur endocrinien notoire très dangereux et qui donc va se propager, se disséminer au fur et à mesure. Donc c'est ça en fait le problème du déchet, c'est qu'au départ il est dans son intégrité et puis petit à petit il va se dégrader et il va disséminer au passage l'intégralité des molécules chimiques qui le composent et surtout certaines d'entre elles sont toxiques. Tu vois, nous quand on a commencé nos opérations de nettoyage, on se disait mais tiens, mais pourquoi ça pollue? Parce que ça veut dire quoi ça pollue? Ça veut dire que c'est sale, ça veut dire que... En fait, on s'est dit, mais mince, qu'est-ce qui pose problème en fait dans ces matières-là? Et en fait, ce qui pose problème, c'est que ça contient justement ces fameuses substances chimiques qui sont toxiques pour la santé des écosystèmes, mais aussi pour la santé des individus. Alors, toute cette pollution qu'on trouve sur cette plage, elle provient essentiellement du Grand Nouméa? Bien sûr. En fait, là, aujourd'hui, on est sur une plage qui est plein vent. Donc, en fait, les déchets qui sont jetés finalement à Nouméa, parce que là, clairement, c'est des déchets jetés. Les déchets, comment ils finissent dans la nature? Soit, c'est effectivement le citoyen calédonien qui balance ses déchets et qui n'a aucune notion des conséquences derrière de son geste. Soit finalement, c'est quand les poubelles sont pleines et qu'elles débordent. Et là, à ce moment-là, le vent ensuite va faire voyager nos déchets. Donc voilà, c'est ces deux choses-là. Donc il y a l'action directe, le jet de déchets. J'ai un déchet, je le balance par la fenêtre, comme on voit ça tous les jours depuis des années. Et que c'est d'ailleurs jamais réprimandé, il faut le dire. Je tiens à le dire parce que quand même, je veux dire, si demain tu jettes ton déchet, il n'y a jamais une amende qui t'est donnée alors que c'est un acte quotidien qu'on voit. Et ces déchets-là, encore une fois, si nous là, on n'avait pas pris soin de venir les récupérer, ils vont finir leur vie sur cette plage qui est très peu fréquentée, je veux dire personne ne vient là, ils vont finir leur vie ici et ils vont continuer d'avoir un impact sur l'environnement sur des décennies, des siècles et des siècles, tant que personne n'aura pas fait le geste à un moment de se baisser et de se dire je ramasse parce que c'est mon pays. C'est quand même essentiellement de la bouteille plastique. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait toi quand tu arrives sur une plage comme ça et que tu vois autant de déchets? Regarde, le bras d'une photo.
Ça te fait pas peur pour l'avenir? Ben si, bien sûr. Mais je me dis qu'on a encore beaucoup de boulot parce que par exemple cette plage, on est déjà venu la nettoyer et on revient et il y a encore énormément de déchets et on a l'impression que on va jamais finir le travail, quoi. Et tu vois, en fait, les bouchons, pourquoi on peut les recycler? C'est parce que c'est une matière qui va pas trop se dégrader par rapport au PET. Donc là, tu vois, la plupart des bouchons qu'on trouve, ils sont encore dans un bon état. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer la matière dessus. Parce que là, ce qu'il faut dire et qui est vraiment important, c'est que quand on fait des opérations de nettoyage comme ça, quand on récupère des centaines de kilos, voire des tonnes de plastique, eh ben, c'est des plastiques que nous ne parviendrons pas à revaloriser. Parce qu'ils ne sont pas recyclables, parce qu'il y a une dégradation de la matière liée au sel marin et au soleil. Donc ils vont finir où toutes ces poches alors? Et ben voilà le grand gaspillage et voilà le grand mensonge, c'est que le plastique en grande partie aujourd'hui n'est pas recyclé, il est enfoui. Donc ça veut dire qu'on prend un morceau de pétrole brut, on le transforme avec du pétrole, on le transporte avec du pétrole, on l'utilise une fois quelques minutes et à la fin on va l'enterrer. Donc toutes ces poches vont finir au centre d'enfouissement de Gadji juste à côté? Exactement. Okay. Et ben ça, c'est un immense morceau de plastique. Donc ça, tu vois, c'est les plastiques qu'on voit en bord de route. Tu vois les espèces de barrières en plastique rouges et blanches qui sont mises en place par les mairies, notamment dans le cadre des travaux publics. Voilà. Bah ça, c'est un morceau, c'est un produit qu'on a brûlé. C'est un morceau de barrière blanche comme ça. Incroyable! C'est impressionnant, hein? Donc là, quand il a été brûlé, les substances chimiques qui le composent, direct dans l'air. Eh oui. Et là, après, on le retrouve sur un bord de plage, comme ça, à des kilomètres de la ville. Super, hein? Se décompose en microplastique, et là, il y en a pour quelques décennies. Hein. Ah, mais quelques siècles. Tu as vu la rigidité de ce plastique? Là, on en a vraiment pour quelques siècles. Donc là, bah, c'est extrêmement lent comme dégradation, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça nous laisse le temps d'agir, pour le peu qu'il y ait quelqu'un qui agisse. Chaque geste compte et c'est pas juste une jolie phrase, c'est vraiment une philosophie de vie. Ouais. On continue? Allez, on continue. Une loi plastique est entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie en 2019. Pour savoir ce qui est réellement interdit à ce jour dans le pays, Elisabeth se rend au marché de Nouméa pour rencontrer Caroline Rancien de l'ADEME. Bonjour Caroline. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah écoute, très bien, très bien. Je m'interroge en ce moment sur la loi plastique en Nouvelle-Calédonie et donc je viens te voir pour qu'on en parle un peu et puis surtout que tu m'expliques quelle est l'origine de cette loi. Eh bien, cette loi intervient dans un contexte de prise de conscience au niveau international des problèmes environnementaux liés au plastique. Un chiffre, si on continue comme ça, en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, il y aura autant de poissons que de plastique dans les océans. Donc face à ce constat, un certain nombre de pays ont décidé de mettre en place des réglementations pour interdire les plastiques à usage unique et c'est ce qu'a fait la Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Il y avait une importante production de plastique en Nouvelle-Calédonie, je pense notamment aux poches plastiques qu'on appelle ici des pochons. Oui, alors c'était l'exemple le plus emblématique. Alors avant la mise en place de la loi, on produisait chaque année en Calédonie 60 millions de sacs plastiques par an. Donc ce qui est énorme. Et puis on a aussi des déchets plastiques au sens large. Par exemple en province sud, on a à peu près une production de 9000 tonnes de déchets plastiques qui sont en gros répartis de la façon suivante. Un tiers ménage, consommateur, et puis 2 tiers entreprises. Donc ce sont des déchets qui, dans le meilleur des cas, terminent enfouis dans un centre d'enfouissement technique ou alors dans la nature, donc ce qui crée des vrais problèmes de pollution, quoi. Et notamment dans l'océan qui nous entoure. Alors justement dans le Pacifique, nous ne sommes pas les seuls à avoir pris une initiative contre le plastique et nous allons regarder où nous en sommes dans le Pacifique. En 2013, le royaume de Tonga met en place une taxe sur les sacs en plastique importés pour financer la gestion des déchets plastiques.
En 2017, la province ouest des îles Salomon interdit les sacs, la vaisselle et les pailles en plastique. Les îles Marshall interdisent le polystyrène, les gobelets, assiettes et emballages plastiques. Wallis et Futuna interdit les sacs en plastique et met en place une écotaxe sur la consommation de bouteilles en plastique. Fidji met en place une taxe sur les sacs en plastique et prévoit en 2020 de les interdire. La Polynésie française sensibilise le public à l'interdiction des sacs plastiques et en 2020 travaille sur un projet de loi visant à les interdire. En 2018, la Papouasie-Nouvelle-Guinée interdit la fabrication et l'importation des sacs en plastique. Le Vanuatu interdit les sacs en plastique, les boîtes en polystyrène ainsi que les pailles, et en 2019, les couches jetables, la vaisselle, les fleurs artificielles, les boîtes à œufs et les emballages plastiques pour fruits et légumes. En 2019, les Samoa interdisent les sacs en plastique, les sacs d'emballage et les pailles. En août 2019, la Nouvelle-Calédonie interdit les sacs en plastique et les sacs de caisse réutilisables, les fameux cabas. En septembre 2019, elle interdit la vaisselle en plastique, les pailles et coton-tige. En mai 2020, seront interdits les barquettes en plastique jetables pour les snacks et plats à emporter, et en mai 2022, les barquettes en matière plastique jetable pour les magasins d'alimentation et grandes surfaces. Alors concrètement, Caroline, cette loi, elle est bien comprise et acceptée de tous en Calédonie? Écoute, pour répondre à ta question, je te propose d'aller faire un tour sur le marché et puis d'aller discuter avec les commerçants. Excellente idée. Allez, on y va. Bonjour Yorita. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien et toi? Oui. Écoute, on vient te voir pour savoir un petit peu comment tu vis la loi plastique en Calédonie, comment tu l'as vécue au moment où elle est passée. Depuis un moment, je le bien, donc à travers mon engagement écolo, dans Action Biosphère. Et puis après, les gens maintenant, au début, c'était les sachets, on donnait beaucoup de sachets papier, tout ça. Et puis j'ai demandé aux gens d'essayer de réduire un peu leur impact sur l'environnement et de réutiliser d'utiliser leur cabas, leurs sachets papier. Et donc voilà, les emballages, tout ça. Beaucoup de gens viennent directement avec leur panier et ils achètent les fruits et légumes en vrac? Ah oui, absolument, toujours. Maintenant, c'est une habitude que tout le monde fait. Et donc les autres personnes aussi mettent. Parce que je dis aux gens, même aux commerçants, je leur dis ne proposez pas le sachet plastique, ne proposez pas un sachet automatiquement. Laissez-les demander. Voilà. Et en général, les gens, ils ont déjà leur sac. Non, on a un sac, un cabas, on peut l'utiliser, tout ça. Voilà. Du coup, les sacs plastiques sont interdits depuis le 1er août l'année dernière, 2019. Est-ce que toi, tu as démarré avant la mise en place de la loi? Depuis que je suis installée sur le marché, j'ai commencé à prendre aux consommateurs à réduire un maximum. En fait, tu le sensibilises au zéro déchet. Voilà, c'est ça. Donc ici, on est là pour vendre des produits bio, des produits naturels, mais aussi pour parler aussi de la réduction des déchets. Bon, mais on sent que tu es vraiment impliquée sur ce sujet, Yorita, et puis écoute, on te remercie. Merci à toi. Plaisir et puis bonne chose. Ouais, merci. Bonne journée. Alors concrètement, qu'est-ce qui est encore autorisé comme type de poche pour faire ses courses? Parce que par exemple, en grande surface ou même sur le marché, on nous distribue des poches en papier ou également ce type de poches, alors qui sont biosourcées ou biodégradables, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les deux? Alors, en effet, les sacs plastiques à usage unique sont interdits, mais on a l'autorisation du coup d'utiliser des sacs qui sont biosourcés et compostables. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un sac biosourcé, ça veut dire qu'il est issu de la transformation d'origine végétale ou animale. C'est-à-dire que c'est un sac qui est produit à partir de cultures type maïs, lin, donc c'est du végétal, ou bien animal, par exemple de la laine, quoi. Donc ça, c'est la notion de biosourcé. Donc en gros, c'est pas du pétrole, quoi, pour faire court. Première notion. Seconde notion, la notion de compostable. En fait, pour que ce soit compostable, en gros, c'est le sac qui va se dégrader avec certaines conditions de température, d'humidité. Et donc, il va se dégrader, se biodégrader jusqu'à temps devenir des fragments tout petits du compost, quoi. Pour qu'il soit compostable, il faut absolument qu'il ait le label OK Compost. Donc il faut regarder son sac. Alors déjà au niveau du toucher, les sacs biosourcés, on voit ils sont un peu soyeux comme ça, tu vois. Donc ça on peut dire bon c'est du biosourcé, de toute façon c'est marqué dessus quoi, matière végétale.
Et est-ce qu'il est compostable? Eh bien en effet, on voit le petit logo OK Compost. Donc celui-là, tu peux le composter dans ton composteur. Compostable et biodégradable, ça veut dire la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose. La biodégradabilité, c'est la notion de dégradation. Comme ça, par exemple, c'est biodégradable? Oui, c'est biodégradable. Et compostable. Et compostable, voilà. Et compostable, si tu veux, c'est l'étape ultime de la biodégradabilité. D'accord. Alors, si je n'ai pas de compost, comment je fais? Qu'est-ce que je fais de cette poche? Je la mets à la poubelle? Eh bien, alors, si elle est encore de bonne qualité, eh ben, je te conseille de la réutiliser une seconde fois, une troisième fois. Mais à la fin, en effet, en termes de qualité, ça risque de se dégrader et donc ça terminera en déchet. Donc, c'est pas non plus la solution idéale d'une certaine façon. Alors toi, tu as pris l'option, Caroline, à ce que je vois, de faire tes courses avec plutôt un panier tressé. Un magnifique panier tressé, fabriqué localement. On a un vrai savoir-faire local et donc il faut vraiment encourager au maximum l'utilisation de paniers tressés. Sinon, pour les plus petits fruits et légumes, tu peux utiliser un sac en tissu. Regarde ce magnifique sac en tissu réutilisable, local, que tu peux laver et réutiliser à l'infini ou quasi, quoi. Eh ben, je prends l'option et on continue à faire notre marché. Allez. Quels sont réellement les dangers du plastique? Direction le parc forestier de Nouméa, où Hubert Géraud du WWF nous explique en détail les conséquences de la pollution plastique sur le vivant. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Bon, ça va. Ah ouais? Oh, qu'est-ce que tu m'amènes? Alors écoute, je t'apporte un échantillon de la collecte de déchets que j'ai réalisée avec l'association Calédocline sur les plages calédoniennes. Donc tu as quelques bouteilles plastiques, des claquettes, du polystyrène, des gobelets, des morceaux de plastique en tout genre qu'on trouve sur nos plages. Pas étonnant. Pas étonnant parce qu'en l'espace de 20 ans, depuis l'année 2000, on a produit sur la planète autant de plastique que pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, en 20 ans. Et quelle est la proportion de ces déchets plastiques qui terminent dans les océans? Il faut voir qu'à la base, 3/4 des plastiques produits finissent en déchets. 3/4. Sur ces 3/4, il y en a un tiers, à peu près 100 millions de tonnes, qui finit dans la nature. Pas dans une décharge, pas recyclé, dans la nature. Sur ces 100 millions de tonnes, il y en a 8 millions de tonnes qui finissent dans les océans, majoritairement en étant vomis par les fleuves, par les rivières, dans les océans. Et donc, il faut imaginer que ça représente un camion poubelle toutes les minutes qui se déverse en plastique dans l'océan. Au cours de cette émission, tu auras pas moins de 26 camions poubelles de plastique qui vont être déversés dans l'océan. Alors cette proportion de déchets plastiques est telle qu'aujourd'hui chaque océan sur la planète a son propre continent plastique et c'est également le cas pour le Pacifique. Situé dans le nord-est du Pacifique, celui que l'on nomme le 8e continent s'étend sur une surface d'1 600 000 km², soit environ 40 fois la superficie de la Nouvelle-Calédonie et de ses lacs. Découvert en 1997, c'est la plus grande soupe plastique de tous les océans. Ce continent, composé de nombreux débris, contiendrait 1800 milliards de morceaux de plastique flottant pour une masse de près de 80 000 tonnes. Ces déchets plastiques sont ingérés par les oiseaux, tortues, poissons et mammifères marins et causent petit à petit leur disparition. Ces morceaux de plastique se décomposent ensuite jusqu'à devenir des microparticules, puis des nanoparticules de plastique que l'on retrouve jusque sur le plancher océanique. Comme on vient de le voir, les déchets plastiques affectent fortement la vie dans les océans et une des premières victimes, ce sont les tortues. Exactement. Quand on a l'occasion d'autopsier une tortue, ce que l'on a fait sur les plages de Guyane par exemple, eh bien à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des
paquets de sacs plastiques agglomérés et qui ont causé des occlusions intestinales et qui ont tué ces animaux qui avaient 40, 50, 60 ans, qui sont morts avec des plastiques. Alors c'est le cas également en Nouvelle-Calédonie où de temps en temps on peut voir en surface des tortues qui n'arrivent plus à plonger pour aller se nourrir parce qu'elles ont des occlusions intestinales, elles ont les intestins remplis de plastique. Le plastique ressemble à une méduse pour partie, certains morceaux de plastique vont ressembler à des crevettes et les tortues qui n'ont pas une bonne vue, eh bien, se font prendre au piège en effet. Alors il y a d'autres espèces qui sont également touchées par ces déchets plastiques plus petits qui sont issus de leur dégradation. Mais oui, le sac plastique quand il se dégrade va donner ce qu'on appelle des mésoplastiques, donc des particules que tu peux voir ici qui font plutôt de l'ordre du centimètre et qui eux aussi sont mangés par les oiseaux par exemple. Et les oiseaux, il faut savoir que dans tous les océans, 9 oiseaux marins sur 10 a déjà ingurgité du plastique. Et là, tu as l'image, par exemple, d'un albatros. On est dans le Pacifique, c'est à côté de chez nous, et qui est mort, intoxiqué. Il a mangé un briquet, il a mangé des bouchons plastiques, et il a très probablement aussi nourri son poussin avec cette même soupe plastique. Alors les animaux se font piéger, l'être humain aussi, mais de façon plus invisible, plus sournoise. Plus invisible, mais avant, on a le microplastique qui va continuer à toucher la chaîne alimentaire et toucher des êtres vivants qui sont très éloignés de notre humanité. À 7 km de profondeur, dans les abysses, on a trouvé un nouveau crustacé qui fait 1 cm, Eurythenes plasticus. Et à ton avis, pourquoi on l'a baptisé Plasticus? Il était rempli de plastique? Il contenait du plastique, à 7 km de profondeur dans les abysses des océans. Terrible. Alors ça, donc, ce sont des micro-particules de plastique qu'on trouve dans les océans, mais qu'on peut également trouver dans l'eau douce. Dans l'eau douce, et puis ces micro-plastiques vont continuer à se dégrader et à donner ce qu'on appelle des nanoplastiques. Alors tu ne les vois plus à l'œil humain, mais tu prends un microscope, c'est une soupe de plastique. Et ça rentre bien sûr, ça traverse les parois intestinales, et on va donc, nous aussi, être intoxiqués. Et d'ailleurs, je vais t'offrir un bonbon plastique. Voilà, une petite friandise pour toi. Oui, c'est sympa, c'est une carte bleue en fait. C'est très gentil, merci Hubert. Mais de rien, Elisabeth, c'est ce que tu ingères chaque semaine en plastique. 5 grammes de plastique. Quand même, chaque semaine de ma vie. Oui. Simplement en mangeant des aliments qui proviennent de la mer, en buvant de l'eau et en respirant également. Il y a également du plastique dans l'air. Exactement, des microparticules, des nanoparticules de plastique. Ouais. Alors, qu'est-ce que doivent déjà faire aujourd'hui les entreprises pour réduire cette pollution plastique? Elles peuvent appliquer la stratégie des 3 R, à savoir la réduction, le réemploi, le recyclage. Oui, c'est très important. Et quelle est la part du citoyen? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aujourd'hui aux Calédoniens de faire pour participer à cette réduction de pollution plastique? Eh bien, si on reprend la même carte bleue que l'on ingère chaque semaine en termes de quantité de plastique, 5 grammes, eh bien, on peut aussi, en tant que citoyen, l'utiliser comme consommateur, à savoir tes choix de consommation vont influencer le monde dans lequel tu veux vivre. Donc si tu boycottes le plastique en favorisant des produits non plastifiés, eh bien, tu participes au changement. Et tu peux aussi rejoindre le groupe Nouvelle-Calédonie sur l'application WAG pour t'engager de manière ludique, individuellement et collectivement, dans des gestes pour réduire ton impact sur la planète. Une application que j'ai déjà téléchargée sur mon téléphone et qui est extrêmement pratique, qui donne plein de conseils donc pour réduire ces déchets, particulièrement le plastique, mais pas seulement. Pas seulement, en effet. Très bien. Et puis avant de nous quitter, Elisabeth, je vais te faire un petit cadeau, le petit geste citoyen, à savoir qu'en Calédonie, on est quand même le roi de la barquette. Ah oui. Et donc, eh bien avec ça, chaque midi, tu pourras demander à ton commerçant de te verser directement ton repas à l'intérieur de ce Tupperware et qui fera beaucoup d'économies en plastique sur l'année. Et puis de la même manière, pour aller manger où que tu ailles,
Et bien souvent, avec ta barquette, on te propose des couverts, qui sont des couverts en plastique, voire en bambou, mais ça reste du jetable. Privilégions le durable. Voilà, donc petit cadeau. Ah, merci beaucoup, Et Hubert. puis, une petite gourde. Il faut savoir que dans les bouteilles en plastique aussi, tu as des nanoparticules de plastique. Donc tu bois du plastique en même temps que de l'eau minérale, de l'eau de source. Avec ça, c'est du verre, c'est peut-être un peu plus lourd, mais là, tu boiras sainement. Merci beaucoup. Et bien voilà, ce sera mon geste pour le caillou et j'incite tous les Calédoniens à avoir le même pour lutter contre cette pollution plastique. Et ma petite gourde ne me quitte plus. Hein. Merci Hubert. Voilà, je vais demander à nos invités donc, de me rejoindre donc, derrière les micros. Donc Hubert Géraud du WWF, Caroline Rancien de l'ADEME Nouvelle-Calédonie, Thibaut Bizien de Calédo Clean, Éric Vidal et Fanny Hulbrecht. Donc Éric Vidal, biologiste de la conservation à l'IRD, et Fanny Hulbrecht, biologiste également, spécialiste des coraux à l'IRD. Merci à vous d'être là ce soir. Alors, avant de vous laisser la parole, j'ai quand même quelques petites questions à poser qui vont introduire aussi les échanges avec vous. Je vais commencer par toi, Thibaut. Parce que ça fait maintenant 8 ans qu'avec les bénévoles de Calédo Clean, vous nettoyez les plages calédoniennes. On l'a vu, en 2019, c'était 200 tonnes de déchets. Donc j'ai 2 questions en une. La première, c'est est-ce que ce chiffre augmente considérablement d'année en année? Et la deuxième, c'est quelle est la part de déchets plastiques, à peu près, dans ces 200 tonnes de déchets? Alors, aujourd'hui, on a, avec Calédo Clean, ramassé plus de 500 tonnes de déchets en 8 ans, dont les 3/4 sont quand même des matières qu'on peut recycler, mais on en ramasse de plus en plus. De plus en plus de déchets finissent dans la nature. Ça, c'est une réalité calédonienne. Donc c'est vrai que quand bien même il y a de plus en plus d'aménagements, et on ne peut pas le nier, et de plus en plus de mise en place, il y a quand même de plus en plus de déchets qui finissent dans la nature. Et notamment, une grande partie de ces déchets sont les plastiques, mais c'est normal, c'est parce que les plastiques, c'est un des premiers déchets qui peut être emporté par le vent, c'est-à-dire qu'il y a les déchets qui arrivent directement de par les incivilités, et puis il y a aussi les déchets qui sont transportés et qui sont justement mal transportés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâche, ou alors on laisse les poubelles qui sont trop pleines et donc qui vont déborder, et là à ce moment-là, les plastiques sont les premiers types de déchets qui vont finir dans la nature. Si je dois vous dire ce soir combien de plastique, c'est compliqué parce que les plastiques sont en grande majorité enfouis. Donc on a aujourd'hui, je pense que sur la part des 500 tonnes, on a bien ramassé une bonne 50aine de tonnes de plastique. Mais pour que vous puissiez mieux voir les choses... On a quelques photos d'ailleurs qui défilent en même temps derrière toi. Ok, super. Oui, en fait, on ramasse ça sur les plages, les mangroves, les îlots, les squats, les quartiers, les tribus. Donc, on va vraiment dépolluer l'environnement des Calédoniens de manière générale. Si je dois vous dire à peu près ce que ça représente, ces 50 tonnes de plastique, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, parce qu'en fait, le plastique, c'est hyper léger. Donc, quand je vous dis 50 tonnes, ça ne parle pas vraiment. Je pense que ça devrait représenter peut-être 50 fois cette amphi. 400. Donc c'est énorme, c'est des quantités qui sont absolument faramineuses. Est-ce que tu peux passer la photo? J'ai vraiment... Un peu après? Encore? 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 Encore une fois?
Voilà, celle-là, je la trouve particulièrement sympa. En fait, c'est vrai que quand on a commencé Kalédo Clean, on était 5 couillons à aller ramasser les canettes sur le bord de route. Et c'est vrai que quand on a commencé à monter en puissance pour ramasser de plus en plus de déchets, en fait, on était loin de penser que, en fait, on allait tomber sur ce genre de paysage. Et ça, c'est pas un paysage unique, hein, c'est un paysage qu'on a vu maintes et maintes fois. Parce qu'il y a une grande partie des mangroves du Grand Nouméa et des zones qui sont très habitées, où on retrouve ce genre de déchets et ce genre de milieux entravés. Et puis même sur des zones qui sont peu habitées, par les courants, on peut retrouver aussi ce genre de paysage. Donc là, par exemple, sur cette mangrove, ce qui a été assez surprenant, c'est pas la première fois qu'on le voyait, mais c'est quand même une quantité assez importante. Forcément, quand c'est marée haute, tout va bien, les poissons peuvent circuler, les crabes aussi. Et quand c'est marée basse, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les poissons et les crabes finissent étouffés. Et s'ils finissent pas étouffés, en fait, ils finissent ébouillantés parce que le plastique est un thermoaccumulateur. Donc, en fait, le peu d'eau va chauffer et le plastique va chauffer. Et en fait, c'était assez surprenant de voir la mortalité des espèces animales dans ce milieu-là. Donc là, c'était une mangrove sur 2 km. Il y avait 20 mètres de plastique comme ça. Donc voilà, à peu près ça en fait, hein, à peu près un peu plus, mais enfin un peu moins plutôt, mais voilà, c'est assez énorme. Et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est sur le ramassage des macroplastiques, donc ça, c'est faisable. Mais après, il y a bien sûr tous ces microplastiques, parce que cette dégradation qui est quand même progressive, mais qui est quand même suffisamment rapide pour qu'en quelques années, on se retrouve à avoir des petits morceaux de plastique un peu partout. Et ces plastiques-là, malheureusement, on peut de moins en moins les récupérer. Donc ça veut dire que plus le temps passe, moins nous intervenons, et plus il est difficile de récupérer cette matière qui est extrêmement polluante. Et je laisserai aussi mes amis scientifiques parler tout à l'heure, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de solution au niveau mondial pour récupérer les microplastiques. Il y a des innovations qui commencent à émerger, mais il n'y a pas encore de vision globale sur la possibilité d'extraire ces microplastiques de nos océans. Alors il y a une chose qu'on n'a pas abordée et qui est hyper importante sur la question de la pollution plastique, c'est qu'en fait quand ces plastiques vont se dégrader en mer, et donc comme le disait Hubert, il y a des millions de tonnes de plastique qui sont en train de flotter dans nos océans à l'heure où on parle. Et le plus grand continent de plastique, c'est le nôtre, hein, c'est le Pacifique, c'est nous les meilleurs. Et du coup, en fait, il y a une dégradation progressive, et avec la dégradation de ces plastiques, les molécules toxiques, enfin chimiques et toxiques qui les composent, et là, le problème, c'est que ces molécules vont intégrer le cycle de l'eau. Et c'est ça le problème, le réel problème, c'est qu'à partir du moment où ces déchets se décomposent dans la mer, ils vont impacter l'intégralité des formes de vie sur Terre. Donc c'est un empoisonnement qui est global, qui est progressif et qui ne fait que commencer puisqu'on a des millions de tonnes qui sont en train de se dégrader et en plus chaque jour on en rajoute un peu. Et ça c'est hyper important parce qu'en fait c'est vraiment primordial de rappeler qu'aujourd'hui il y a des études qui ont été menées sur les molécules qui constituent le plastique et qu'il y a notamment dans les bouteilles plastiques du bisphénol A et des phtalates, qu'il y a par exemple aussi dans d'autres formes de plastique qu'on peut ramasser de manière régulière, le polystyrène. Le polystyrène contient un des perturbateurs endocriniens les plus dangereux de la planète, je le disais tout à l'heure, la molécule c'est hexabromociclododécane. Donc déjà le nom il est comme ça. Je vous assure que j'ai mis du temps à l'apprendre. Hexabromociclododécane, c'est un perturbateur, je vous laisserai regarder, hein, c'est bon, c'est enregistré, du coup vous pourrez regarder par la suite sur Internet, mais c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. Et en fait aujourd'hui, sous prétexte de faire de l'argent, parce que clairement c'est le cas, c'est l'objectif du plastique, on est en train de détruire l'intégralité de la vie. Puisque l'objectif du plastique, encore une fois, c'est de pouvoir créer des flux financiers avec du pétrole pour pouvoir faire des produits à usage unique qu'on ne parvient pas par la suite à recycler. Donc c'est un modèle aussi économique qui épuise une ressource précieuse, le pétrole, où moi, depuis que je suis gamin, on me dit « Ah, mais un jour, il n'y aura plus de pétrole, ça va être Bronx dans le monde à cause de ça. » Bah oui, mais on n'arrête pas de le dilapider pour faire plein de produits à usage unique qui servent qu'une fois, et encore, leur utilité, elle peut être complètement... c'est inutile parfois. Je veux dire, là, par exemple, voilà, j'ai plus besoin de bouteilles plastiques. Donc le principe, c'est de se dire, on épuise une ressource, on empoisonne au passage, et derrière, on crée des déchets qu'on ne parvient pas à gérer. C'est un modèle qu'il faut impérativement détruire, parce que sinon, la bonne santé de nos modèles de société va s'effondrer.
Merci beaucoup Thibaut. Pardon, hein, je suis relou, mais... Mais on peut l'applaudir. On a vu dans l'émission donc l'impact sur les animaux et notamment sur les oiseaux marins, où Hubert donc nous dit que 9 oiseaux sur 10 a déjà ingurgité du plastique. On a eu envie de savoir ce qu'il en était pour les oiseaux de Nouvelle-Calédonie. Et il se trouve que Éric Vidal a mené une étude sur ce sujet. Donc Éric, je vous laisse la parole. Ok, merci, bonsoir. Alors, effectivement, moi je ne suis pas du tout ni chimiste ni spécialiste du plastique, je suis biologiste et je travaille en particulier sur les espèces menacées. Et effectivement, ça a été évoqué dans le reportage, une des manifestations de la pollution plastique qui parfois peut être assez spectaculaire. Hubert a montré une photo qui est assez spectaculaire. C'est que ces morceaux de plastique qui se retrouvent notamment dans les océans sont ingérés par un certain nombre d'animaux, en particulier par les oiseaux, et les oiseaux marins notamment. Et depuis quelques années, un certain nombre d'études sont développées un peu partout sur la planète pour essayer, d'abord, pour mettre en évidence ce phénomène et pour essayer de le quantifier. Alors la photo qu'a montré Hubert, c'est une photo un petit peu extrême. C'est un oiseau qui avait 170 morceaux de plastique dans son estomac pour à peu près les 2/3 de son poids. Donc on arrive à une situation extrême. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Quelques éléments un petit peu généraux. D'abord, donc c'est une discipline qui débute, simplement. On a identifié à peu près 700 à 800 espèces animales marines qui consomment du plastique. Chez les oiseaux marins, c'est un phénomène qui est assez développé également. Alors les oiseaux marins, vous connaissez, tout le monde voit ce qu'est un oiseau marin. Il y a à peu près 350 espèces sur la planète qui se répartissent dans tous les océans. C'est un groupe animal qui est en train de s'effondrer au niveau planétaire, puisqu'en 50 ans, on a perdu 60% des effectifs au niveau planétaire, parce que c'est un groupe qui subit un certain nombre d'impacts d'origine humaine déjà à terre et en mer. Et la consommation de plastique se rajoute aux autres menaces. Donc c'est pour ça qu'on commence à s'intéresser à cette problématique-là. À peu près, alors bon, c'est difficile d'avoir des chiffres au niveau mondial, mais on estime qu'à peu près la moitié des espèces d'oiseaux marins consomment régulièrement du plastique actuellement. Le plastique, qu'est-ce que ça fait quand ça rentre dans un oiseau marin? Déjà, ça ne ressort pas. Donc ça, c'est une des problématiques, c'est-à-dire que la physiologie des oiseaux marins ne leur permet pas, en général, de se débarrasser du plastique. Donc ça peut occasionner de la mortalité. Donc on a parlé des occlusions intestinales qu'on peut trouver aussi chez d'autres espèces. Ça crée des perforations. Un certain nombre de fragments plastiques sont pointus. Donc ça crée des perforations. Et comme ça a été évoqué par Thibaut, ça crée aussi un empoisonnement, puisqu'un certain nombre de molécules de dégradation des plastiques rentrent dans les organismes. Alors, il n'y avait pas de données en Nouvelle-Calédonie. Donc on a réalisé, alors c'est une petite étude, c'est une étude modeste, une étude préliminaire, qu'on a réalisée il y a 2 ans avec des étudiants, mais qu'on a pu quand même publier récemment dans une revue scientifique. Donc c'est une première étude qui reposait sur une centaine d'oiseaux qu'on a nécropsiés, donc on a autopsiés, et dans lesquels on a cherché ces fragments de plastique, parce que nous aussi, on avait vu ces photos spectaculaires. Alors, un petit rayon de soleil dans ce panorama triste, en fait, on trouve très peu de plastique dans les oiseaux marins en Nouvelle-Calédonie pour l'instant. On a quasiment parmi les chiffres les plus bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plastique dans l'océan, on l'a vu. Et alors, c'est en particulier le groupe ce qu'on appelle les procellariiformes, donc c'est les albatros, les pétrels, les puffins, qui consomment beaucoup de plastique. Nous, dans notre échantillon, donc il y avait une centaine d'oiseaux, à peu près entre 30 et 40% des oiseaux, selon les espèces, contenaient des fragments de plastique. Mais la particularité, c'est que ces fragments de plastique étaient très peu nombreux et ils étaient tout petits et ils représentaient une très faible biomasse. Donc en aucun cas, ils ont été à l'origine de la mort des oiseaux qu'on a autopsiés. C'est des oiseaux qu'on a récupérés, qui sont morts d'une autre façon. Voilà. Donc la situation en Nouvelle-Calédonie
du point de vue de la consommation de plastique par les oiseaux, elle est pour l'instant pas catastrophique, mais pour autant, on a pu la mettre en évidence. Alors c'est un petit peu étonnant, hein, on s'attendait éventuellement à des résultats un petit peu plus sévères. En fait, on l'a vu sur la carte, les grands gyres océaniques du Pacifique sont assez éloignés. La Nouvelle-Calédonie, finalement, s'est entourée d'un certain nombre de pays qui sont peu habités. Donc pour l'instant, c'est une situation qui est relativement préservée, qu'il faut sans doute continuer à préserver. C'est une chance. Alors on peut se poser quand même la question, je ne sais pas si Isabelle va me lancer, mais je me lance tout seul. Pourquoi ? Parce que en fait, une question qui n'est pas évoquée, c'est pourquoi est-ce que les oiseaux, en particulier les oiseaux marins, mangent des morceaux de plastique qu'ils trouvent dans l'océan. On pense souvent que c'est par accident, parce qu'ils voient un petit fragment qui flotte, qui ressemble à une crevette, et ils vont le consommer. En fait, c'est beaucoup plus sournois que ça. On ne le sait pas beaucoup, mais les oiseaux marins utilisent beaucoup leur odorat pour trouver leur alimentation. On pense que les oiseaux n'ont pas d'odorat, mais les oiseaux ont un odorat, les oiseaux marins en particulier, et les puffins et les pétrels ou les albatros encore plus. Ils utilisent beaucoup leur odorat. Et ils recherchent en particulier une molécule qui est du groupe des diméthylsulfides. Donc c'est une molécule qui est émise dans l'océan par un certain nombre d'organismes marins, benthiques ou planctoniques. Et donc c'est la trace qu'il s'agit d'une proie. Or, les fragments de plastique qui peuvent rester dans l'océan des semaines, des mois, des années, vont être colonisés par des micro-organismes qui vont émettre ces mêmes substances chimiques. Et donc les oiseaux marins, en fait, sont leurrés, c'est un leurre chimique, et ils pensent réellement consommer des proies, puisqu'ils ont le signal olfactif, le signal chimique qu'ils recherchent. Et en particulier, les puffins et les pétrels consomment pour cette raison-là des grandes quantités de plastique, lorsqu'il y en a. Donc, on est relativement épargné ici, pour l'instant. L'étude qu'on a conduite, c'est une étude qui se veut préliminaire. Il n'y a pas pour l'instant de gros programme d'études en Calédonie sur ces questions-là. C'est une étude qu'on va essayer de poursuivre, qui est disponible là, sur Internet. Vous pouvez la télécharger sans aucun souci, et qui donne des résultats, pour l'instant, relativement rassurants. Mais c'est une situation qui est probablement assez fragile. Et qui doit nous inciter à soutenir nos efforts justement sur le plastique. Alors là, on a parlé des oiseaux marins, on va maintenant parler du corail avec Fanny Houlbreck. Donc vous êtes spécialiste de la physiologie des coraux, vous vous intéressez notamment aux microplastiques et vous avez été chef de mission sur le bateau Race for Water lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie pour étudier l'effet du plastique sur les coraux. Qu'est-ce que ces études ont révélé sur la présence du plastique dans les coraux, Fanny ? Bonsoir. Oui, effectivement, on a profité en fait de la venue du bateau Race for Water qui fait un peu le tour de la planète pour sensibiliser les gens à la pollution plastique. On a profité donc de ce bateau pour se rendre en baie de Prony et pour tester en fait les effets des microplastiques sur plusieurs espèces de coraux. Et donc nous, on a profité pour utiliser en fait un système de chambres benthiques. Donc ce sont des chambres en plexiglas dans lesquelles on peut incuber des coraux et mesurer en fait leur production, leur consommation d'oxygène. Et ce qu'on a fait, c'est donc d'incuber ces différentes espèces dans ces cloches benthiques et d'injecter dans ces cloches une certaine dose de microplastique pour voir comment réagissaient ces coraux. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça diminuait en fait leur métabolisme, ça diminuait leur taux de respiration, donc leur production de CO2. Donc là, c'est une première étude. On a vraiment profité de la venue de ce bateau pour le faire, mais c'est en tout cas ce qui est connu sur les coraux. Les études démarrent vraiment sur l'effet des microplastiques sur les coraux. Et ce qu'on sait, par exemple, comme l'a souligné Eric pour les oiseaux, en fait, les coraux, on sait bien qu'ils sont capables d'utiliser la lumière pour produire de l'énergie. En fait, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'ils se nourrissent également de plancton et de matières organiques présentes dans l'eau. Et donc, quand il y a des microplastiques, il y a une étude toute récente qui a montré qu'en fait, ils étaient attirés par ce microplastique. Et donc, à la place de capter du plancton, ils vont se nourrir sur du plastique, et bien sûr ça a des conséquences sur
leur métabolisme. Et ce qu'on sait également pour ce qui concerne les coraux, c'est que en fait, ces microplastiques, ce sont des vecteurs de bactéries, de pathogènes, et donc ils vont augmenter en fait le risque dans les récifs de transmettre des maladies et d'avoir plus de taux de coraux malades dans les récifs. Voilà, c'est à peu près ce qu'on sait pour l'instant sur les coraux, mais ça a débuté ces 5 dernières années avec pas mal d'études qui se lancent là pour voir vraiment l'effet de l'incorporation de ces microplastiques sur les coraux. On sait que ça a également des conséquences sur leur calcification, ça va diminuer leur taux de croissance, et bien sûr, on suppose qu'il va y avoir d'autres effets qui vont être trouvés. Merci Fanny. On n'a pas fini d'en apprendre sur les effets du plastique, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé humaine. Je vous propose de commencer les échanges avec nos intervenants. On a encore pas mal de choses à vous dire, mais bon, on va un petit peu vous laisser la parole. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions? On va leur amener un micro. Merci aux ambassadeurs de l'université pour votre aide. Bonjour, c'était pour vous demander, vous avez tous parlé de la mer, mais est-ce que ça a des conséquences sur les animaux terrestres? Excellente question. Qui souhaite prendre la parole? Allez-y. Alors, je peux répondre, je ne suis pas spécialiste de toute la biodiversité, mais effectivement, les plastiques, lorsqu'ils sont fragmentés en micro, en nanoplastiques, etc., rentrent dans toute la chaîne alimentaire. Alors ça concerne en particulier les eaux douces, c'est très marqué parce que l'eau est un bon vecteur de plastique. La faune des sols également, ça peut rentrer dans la physiologie des végétaux et donc après être absorbé sous forme de nanoplastiques par les herbivores. Donc effectivement, ce sont des composés qui sont extrêmement rémanents dans l'environnement, qui ont une durée de vie très très longue, qui se fragmentent en tout petits fragments qui, eux, vont rentrer complètement dans tout le cycle écologique. Absolument. Moi, je vais continuer aussi de faire mon relou. En fait, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. Donc les premiers aussi qui fabriquent le plastique, c'est les premiers qui s'intoxiquent avec, ce sont les êtres humains. Mais il y a aussi une chose, on parlait tout à l'heure du fait que le plastique est un accumulateur bactérien. Ils ont fait des premières études très intéressantes que vous pouvez retrouver sur Internet aussi, sur justement ces fameux continents de plastique. Ils ont été faire des prélèvements pour regarder un petit peu les accumulations bactériennes et ils se sont rendus compte qu'il y avait des accumulations importantes de choléra et que c'était possible que justement ces fameux plastiques qui sont aujourd'hui en plein milieu des océans et en train de circuler, sont potentiellement les futurs vecteurs de maladies et d'épidémies mondiales. Donc il y a aussi encore ça comme bonne nouvelle à rajouter. Merci. Et peut-être pour compléter l'éclairage sur la partie terrestre, il y a une étude qui vient de sortir dans Science au mois de juin qui a montré qu'aux États-Unis, dans l'Ouest américain, dans des régions reculées, loin des pollutions, des villes, etc., on avait 1000 tonnes de plastique qui tombaient annuellement par microparticules dans les pluies. Donc tu peux imaginer, même dans des forêts éloignées de toute ville, etc., eh bien, la pollution plastique sur les milieux terrestres et dulces aquicoles, les milieux de cours d'eau et de lacs, ne sont pas épargnés. J'en profite pour faire la transition sur la santé humaine, puisque effectivement, le plastique nous empoisonne. Paradoxalement, on se sert du plastique pour des raisons sanitaires, et on vient de le voir avec la crise Covid, où il y a une recrudescence, Hubert, de la matière plastique pour protéger la santé humaine. Oui, alors c'est malheureusement paradoxal, c'est-à-dire qu'on était depuis quelques années dans un recul de l'usage des plastiques à usage unique, justement,
Et avec la crise Covid, on a fait une machine arrière. Il y a pas mal de signaux inquiétants de ce côté-là. En métropole, depuis la crise Covid, l'industrie des emballages plastiques a fait un bond de près de 40% en termes de vente d'emballages plastiques. Vous avez également dans les cantines scolaires, l'un des 3 plus gros groupes de cantines scolaires métropolitains a dû, bon, ça c'est généralisé, mais eux, j'ai trouvé des informations sur un des gros groupes, ont remplacé toutes les carafes en verre par des bouteilles individuelles plastiques et tous les couverts sont redevenus jetables. Donc on a fait un énorme pas en arrière pour des questions de sécurité par rapport au risque qu'on doit faire courir à nos enfants. Mais la réponse, elle ne peut pas être pérenne. Et si vous allez aux États-Unis, il y avait eu des progrès dans pas mal d'États sur des lois d'interdiction des plastiques à usage unique. Et là, le lobbying du plastique a profité à fond de la crise Covid pour bloquer l'application de ces lois. Et politiquement, ça a été accepté parce que le plastique était considéré comme la matière la plus performante pour éviter la contamination. On oublie juste une chose, et les études scientifiques ont montré, plusieurs études ont montré que le plastique est l'une des matières sur lesquelles le coronavirus, Covid-19, se maintient en vie le plus longtemps. Donc c'est de 2 à 6 jours selon les études, alors que pour du carton ou du papier, c'est 24 heures. Donc cette question d'hygiène, elle est aussi à débattre. Alors ça rend des services, clairement, le plastique dans cette crise, mais vraiment pas seulement. Et je crois que Thibaut, tu avais commencé aussi à trouver des gants ou des masques. On a commencé à trouver des masques, oui. Dans les déchets sur les plages. Voilà, ça c'est aussi chez ça nous. Commence Ce sont des masques d'ici, je précise, parce que ce ne sont pas des masques de l'étranger. Ce sont vraiment des masques qui ont été jetés par des personnes qui vivent en Calédonie. Et ces masques sont faits en polypropylène. Ça met 500 ans à se dégrader. Et par semaine, en gros, on en produit 200 millions. Voilà, donc ça donne un peu l'échelle de la situation. On voit depuis plusieurs mois des images, des vidéos et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui montrent la pollution sur les plages ou dans la mer, tout simplement, avec tous ces masques. C'est assez catastrophique. Vous avez d'autres questions? Oui, par ici. Faut le Bonjour. Très intéressant de comprendre un petit peu pourquoi les oiseaux mangent ces plastiques. Est-ce que c'est pareil pour les tortues? C'est une première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pensez que les animaux vont s'adapter, c'est-à-dire comprendre ou en tout cas finalement à long terme peut-être les manger mais pas les ingurgiter, genre les recracher en comprenant que c'est pas bon pour eux. Alors, Hubert l'évoquait dans le reportage, donc effectivement il y a un certain nombre d'espèces de tortues marines s'alimentent beaucoup sur des méduses et des sacs plastiques ou des ballons de baudruche peuvent être pris pour des méduses. Donc là, c'est plutôt l'aspect visuel qui joue. Mais il y a quelques semaines, des chercheurs ont mis en évidence que, sous forme expérimentale, que les tortues marines étaient aussi sensibles à cette molécule dont j'ai parlé. Et donc, elles étaient peut-être aussi également leurrées par ce leurre chimique. C'est ce qu'on appelle en écologie un piège écologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de cul-de-sac dont les animaux auront du mal à trouver une sortie. Est-ce qu'ils vont s'adapter? C'est assez peu évident, puisqu'en fait, c'est le même signal, en tout cas pour les oiseaux marins, notamment pour les puffins, les pétrels, c'est le même signal chimique qui leur sert à repérer leur proie et qui les leurre sur du plastique. Donc l'adaptation, elle est pas du tout évidente, surtout sur un laps de temps assez court. La problématique du plastique, c'est que c'est un phénomène qui a quelques décennies, qui arrive de façon massive et croissante et qui télescope avec des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'années d'évolution chez ces espèces. Donc voilà. Non, je
Je crois que les espèces marines vont subir très longtemps la présence de plastique dans les océans. En complément, en effet, les tortues sont des animaux, comme le disait Eric, qu'on peut qualifier de préhistoriques. Et quand on prend par exemple une tortue lutte de 500 ou 600 kilos, la taille de son cerveau, c'est ça, c'est une noix. Donc c'est malheureusement des animaux qui ont beaucoup de mal à s'adapter. On le voit, il y a des adaptations sur des évolutions de sites de plage pour rebasculer sur une autre plage, mais ça fonctionne avec des stimuli très, très basiques. Et malheureusement, on a moins d'espoir que vous sur la capacité, entre autres des tortues, à s'adapter à ce fléau. Alors on va rester, on va essayer d'avoir une petite note d'espoir malgré tout avec toi Caroline. Donc on va parler de l'ADEME. L'ADEME, comme vous le savez, soutient de nombreuses initiatives en Nouvelle-Calédonie, notamment au travers de ses appels à projets pour lutter donc contre le plastique. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets dans ce domaine-là pour lutter contre la pollution plastique? Bonsoir. Alors en effet, on a lancé des appels à projets avec nos partenaires qui sont les provinces, puisqu'en matière d'environnement, la compétence est provinciale. Et donc depuis l'année dernière, on a lancé un appel à projets avec la province Sud, également avec la province Nord. Et avec la province des îles Loyauté, on n'a pas lancé d'appel à projets, mais on recueille avec plaisir toutes les bonnes initiatives qui visent à lutter contre les plastiques à usage unique. Alors pourquoi on a fait ça? C'est vrai que c'était aussi pour accompagner la loi de pays qui interdit les plastiques à usage unique. Et on est confronté en fait à un changement de comportement. On a le poids des habitudes qui font qu'il va falloir qu'on change nos comportements. Mais changer, qui doit changer? Tout le monde doit changer. Les consommateurs doivent changer, les producteurs, les industriels doivent changer, et ça ne se fait pas tout seul. Et donc voilà, l'idée de ces appels à projets, c'est d'essayer d'encourager les bonnes initiatives. Alors c'est des projets assez différents. Ça va de l'alternative des sacs plastiques, avec par exemple des sacs soit tressés, soit avec produits à partir de textiles. On va aussi accompagner des projets portés par des entreprises qui visent à, par exemple, développer la vente en vrac. Donc on aide des investissements pour la vente en vrac, pour justement essayer de réduire la vente avec des emballages plastiques à usage unique. Voilà, c'est des exemples. J'ai envie de dire, alors on a quelques projets, c'est assez récent, mais on serait ravis d'avoir encore plus de projets. Donc il faut passer le message, mobilisez-vous, répondez à ces appels à projets, c'est pas très compliqué. En fait, l'idée c'est qu'on ait des projets qui soient portés soit par des associations, des GDPL, des entreprises, on peut aider des collectivités, bien sûr. On peut aider tout le monde, sauf les particuliers. Donc, si vous avez des idées, répondez. Peut-être les dates. Bah oui, ouais. Voilà, je fais la promo sur les appels à projets. Donc, pour la province Sud, l'appel à projet ADEME Province Sud sur les alternatives aux produits plastiques à usage unique, on a 2 autres dates sur l'année 2020. Donc, la prochaine session se termine le 7 août. Et puis ensuite au mois de novembre, 6 novembre, mais sachant qu'on est plutôt parti sur le fait de prolonger, de pérenniser ce type de dispositif. Donc ça, c'est pour la province Sud. Pour la province des îles Loyauté, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de date, il n'y a pas de date butoir, donc c'est ouvert tout au long de l'année, n'hésitez pas. Et puis pour la province Nord, on n'a pas exactement la même date, en fait. La 2e session se termine le 15 août. Et puis la 3e session le 15 décembre. En réalité, si vous avez un projet, contactez-nous, contactez Élise, qui est chargée de mission déchets environnement, qui est dans la salle ce soir, côté ADEME. Et puis côté province, vous avez vos interlocuteurs au sein soit de la direction de développement durable ou bien également sur la 3DT au niveau de la province Sud. Donc n'hésitez pas à nous contacter, vous retrouvez nos coordonnées sur Internet. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, en haut. Et après, on aura 2 questions ici, de ce côté. Où se trouve le micro? Et notre ambassadeur? Bonsoir, je voulais revenir sur les décideurs politiques. Bon, c'est une conférence scientifique, c'est vrai, mais quand même, quand on est au cœur du plastique, il y a les décisions politiques qui jouent, et justement, on a parlé tout à l'heure d'interdiction. Est-ce que vous avez invité des décideurs politiques, communaux, provinciaux,
ou si ça a été le cas, est-ce qu'ils vous ont, enfin, ils n'ont pas répondu? Alors ça, c'est ma première question. Et après, c'est une constatation. C'est vrai que depuis le mois d'août 2019, le plastique à usage unique est interdit, mais voilà, j'aurais aimé avoir un interlocuteur politique pour me répondre. Peut-être certains d'entre vous peuvent le faire. J'ai vu dans certains magasins des bazars qui vendent énormément de plastique, et ça m'a choqué, des assiettes en plastique. Alors je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est interdit maintenant. Et il est écrit sur l'assiette, plastique réutilisable. Alors, à mon avis, c'est un détournement de la loi. Oui. Et juste, les gens ne vont pas s'en servir plus. Ils vont le faire une fois, ils vont jeter comme le reste. Et j'ai vu aussi beaucoup d'articles en plastique dans ces magasins de bazar qui justement, mettaient en publicité réutilisable, alors qu'ils savent très bien, les industriels, que les gens vont l'utiliser qu'une fois et vont le jeter. Donc voilà un détournement de la loi que j'aurais aimé soumettre à nos décideurs politiques et puis aussi leur poser des questions s'ils veulent, comment ils veulent aller plus loin dans ces interdictions. Bon, malheureusement, je n'ai pas, je crois, d'intervenants qui pourront répondre. Mais en tout cas, je lance voilà, les questions sur ces sujets préoccupants. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à la première partie de votre question. D'abord, je vais préciser le sens des questions pour notre ambassadeur. Donc, on a une personne en haut. Après, on a 2 personnes là-bas, dont oui, un monsieur avec une chemise orange que je vois d'ici. D'accord? Et puis après, on continuera. Alors, la première partie de votre question. Alors, il est vrai que c'est une conférence, enfin, c'est un ciné-débat citoyen. Empreinte est une émission de vulgarisation scientifique dans laquelle aucun élu n'est jamais interviewé. Hein, c'est notre principe. Nous ne voulons pas faire de politique. Nous souhaitons rester une émission citoyenne diffusée sur une chaîne citoyenne. La deuxième, de toute façon, même si nous avions voulu, nous ne pouvions pas, puisqu'il y a, vous savez qu'il y a des élections dimanche, et que donc les personnes concernées par cette loi plastique ont un devoir de réserve. Donc même si on l'avait voulu, cela n'aura pas été possible. Mais je comprends tout à fait votre demande. Alors, il y a plusieurs réponses que vous pouvez trouver sur le site de la Direction des Affaires économiques, la DAE. Vous avez la loi plastique, vous avez une foire aux questions qui répond à pas mal de questions. Mais il est vrai, là je vais laisser la parole à Thibaut parce qu'il a des choses à dire, qu'il y a des façons assez simples de contourner cette loi qui est relativement complexe. Thibaut ? Effectivement, là, il y a une recrudescence de petites étiquettes où on voit effectivement la mention réutilisable. En fait, c'est une des premières façons de détourner la loi plastique. La loi plastique, elle avait pour objectif de placer, on va dire, les bases du changement des modes de production, de distribution et de consommation vis-à-vis du plastique. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore permettre de la distribution plastique. Donc il y a effectivement ça. Il y a une deuxième chose, c'est le grammage, c'est-à-dire qu'en fait la loi elle interdit les sacs plastiques par exemple qui sont fins, mais à partir du moment où on produit des plastiques qui sont un peu plus résistants, on peut tout de même vendre des sacs plastiques. Il suffit simplement qu'on modifie la densité, c'est-à-dire que ceux de faible densité sont interdits, mais ceux avec une densité plus importante sont complètement tolérés et autorisés. Il y en a d'ailleurs en vente. Et puis aussi, le problème, c'est que forcément, il va y avoir ces fameuses alternatives. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est d'avoir des produits qui sont biosourcés. Donc là, on a des produits qui sont biosourcés, mais on ne sait jamais à combien ils sont biosourcés. Ça peut être biosourcé, c'est-à-dire fait à partir d'éléments biologiques, organiques, à 30%, comme ça peut être 70%, comme ça peut être 100%. Si c'est que partiellement biosourcé, ça signifie que le reste, c'est quand même du plastique. Quand c'est biosourcé, il faut bien comprendre que biosourcé, c'est fait à partir d'amidon de maïs, par exemple, notamment. Donc ça signifie quand même qu'on va faire des hectares et des hectares de monoculture avec des pesticides pour produire du maïs dont le seul objectif, ce sera de faire des sacs plastiques, des sacs bioplastiques à usage unique. Et en fait, c'est le problème, c'est qu'au départ, on attaque un business model qui épuise une ressource précieuse qui est celle du pétrole, parce qu'on nous dit que c'est précieux depuis qu'on est enfant, pour faire des produits à usage unique et qui créent des déchets, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne parvient pas à gérer. Et du coup, on se retrouve à finalement avoir des produits qui restent à usage unique
et qui continuent d'avoir des problématiques environnementales lors de leur production. Et après, on a aussi cette fameuse question de compostable biodégradable. Biodégradable ne veut pas dire non polluant, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est écrit biodégradable sur un produit qu'il ne va pas polluer votre sol, hein. Ça veut juste dire qu'il se dégrade. Biodégradable, c'est il se dégrade. Donc un produit biodégradable peut être polluant, hein. Et la deuxième chose aussi, c'est compostable. Compostable, c'est est-ce que c'est compostable dans votre jardin ou est-ce que c'est compostable dans une usine avec des règles de température et d'humidité bien précises. Donc le principe, c'est que vous voyez qu'en fait, au travers d'une loi, la loi ne fait pas tout. Et il est vraiment impératif en fait, de changer les business models. Et c'est ce pourquoi il faut impérativement aller travailler avec les politiques, effectivement, mais aussi les entreprises, qu'il ne faut pas diaboliser non plus. Il est impératif qu'elles soient, elles aussi, proactives dans le domaine, puisqu'en fait, il est aujourd'hui nécessaire de changer le mode de production, c'est-à-dire fabriquer avec cette idée d'éco-conception, c'est-à-dire j'utilise une ressource et je vais faire en sorte de produire quelque chose qui va me permettre de récupérer cette ressource, ce qui n'est pas le cas du plastique, hein, c'est du pétrole qu'on fout en l'air. Ensuite, les modes de distribution, c'est complètement arrêter le mode d'usage unique. Ça ne sert à rien de fabriquer des produits qui ne s'utilisent qu'une fois. C'est une erreur, c'est un non-sens complet. Et pourquoi on a créé de l'usage unique? Parce que ça multiplie les échanges financiers, puisqu'à chaque interaction, à chaque vente, eh ben, on fait des bénéfices. Donc c'est super l'usage unique. Ça sert un business model. Sauf qu'il y a des business models qui peuvent produire de l'argent et qui sont plus vertueux. Et c'est ce qu'on doit travailler avec le secteur des entreprises. Et puis bien sûr, le consommateur doit cesser d'acheter des produits qui sont ni des besoins, qui correspondent ni à des besoins ni à des envies. Je pense par exemple à des choses comme des pailles. On n'a pas besoin de paille, hein. Sinon l'Australopithèque l'aurait inventé. Et on n'a pas envie d'une paille, parce que j'ai jamais connu quelqu'un un matin qui m'a dit « Ah mais c'est trop cool, hier soir j'ai bu dans une paille, je me sens vachement mieux aujourd'hui ». C'est pas transcendant comme expérience. Et les pailles en bambou et les pailles, je veux dire, voilà, si on a une paille en métal, encore, le métal se récupère bien à partir du moment où c'est un métal qui ne contient pas de perturbateurs endocriniens comme l'aluminium. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention et il faut se méfier justement dans nos modes de consommation aux fausses solutions. Et justement, le problème, c'est quand on veut contourner la loi, on amène des fausses solutions. Et il y en a encore beaucoup. Je te rejoins tout à fait, Thibaut, sur la question des bioplastiques. En effet, l'usage principal des terres, c'est un usage alimentaire. Et donc, dès qu'on va substituer un usage alimentaire pour faire une autre production, qu'elle soit non alimentaire, c'est ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. C'est le problème environnemental également des biocarburants. Est-ce que c'est une vraie bonne solution ou une fausse bonne solution? En fait, du coup, on va aller exploiter des terres agricoles pour un usage alimentaire ailleurs et souvent déforesté. Et donc, du coup, on compile, on ajoute tous ces impacts environnementaux. Donc, en effet, la question des bioplastiques, on déplace le problème. Et pour aller au bout de la question de la compostabilité, tout ce qui est bioplastique doit être composté en fait, dans des installations dites industrielles. Vous ne pouvez pas mettre votre bioplastique dans votre composteur de votre jardin, ça ne va pas bien composter. Et donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, pour le moment, il n'y a pas d'installation de compostage industriel qui existe, qui permettrait justement de composter tous ces bioplastiques. Alors, ça peut aussi faire germer des idées de développement d'installation de compostage industriel. C'est un autre appel à projet, ça fait le lien. On a une question en haut. Oui, pardon, tu voulais un complément? Non, oui, un petit complément. Très rapide. On avait, la semaine dernière, avec Thibaut, on discutait sur aussi une autre alternative, mais qui est toujours un piège. C'est maintenant, on trouve des barquettes en pulpe de canne à sucre, par exemple. Et donc, oui, ça se composte complètement. Mais ça reste du jetable. On en reste là. Donc, ça veut dire qu'il y a une réponse structurelle de toute la filière. Il y a aussi une réponse comportementale. Parce que je suis le premier à m'être fait avoir. Je n'avais pas pensé sur mon trajet à avoir mes propres récipients pour aller dans le magasin où j'ai acheté ma salade. Voilà. Donc, c'est une partie de la solution. J'aperçois qu'il y a quelqu'un de Zéro Déchet qui est là, qui est extrêmement investi, association extrêmement investie sur cette partie-là. Et donc, il y a de la réponse structurelle, mais il y a aussi de la réponse comportementale. Et c'est difficile. On en fait tous les frais, de toujours avoir le bon réflexe pour avoir
la parade à ce plastique à usage unique. Son Tupperware dans la voiture. Alors oui, monsieur. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai juste une question. C'est pour la province Nord ou la province des îles. Est-ce que vous avez des référents de vos associations qui sont dans ces provinces-là pour pouvoir mieux les sensibiliser par rapport à la pollution du plastique qui pollue surtout notre mer, quoi. Voilà. Oui, je vous laisse. Allez-y. On a des projets partout, on n'a pas de référents, on a des bénévoles dans tout le pays. On a un seul bureau qui est basé à Nouméa, mais par contre on a des projets qui concernent l'ensemble de la Calédonie. Voilà. Mais par contre non, on n'a pas d'antenne dans les 2 autres îles. Voilà. On travaille sur projet et en collaboration. Pas pour toi, Thibaut. En ce qui concerne notre association, nous on intervient sur les îles. D'ailleurs, certains clichés que vous avez vus tout à l'heure étaient pris sur les îles, notamment Lifou et Ouvéa. On intervient aussi en province Nord, mais de toute façon, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a un tissu associatif calédonien qui est quand même multiple, où on a vraiment des acteurs de terrain un peu partout. Donc, quand bien même nos associations ne sont pas forcément tout le temps présentes sur les autres provinces, il y a bien d'autres associations qui œuvrent dans leur secteur, dans leur quartier, et qui font le même travail que nous de sensibilisation. Voilà, on n'est pas. En fait, c'est une action complémentaire. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Calédonie, il y a quand même beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce secteur-là. Donc, on a cette chance. Le message, il n'est pas que dans le sud et sur Nouméa, il est vraiment partout. Et on voit d'ailleurs des initiatives de quartier ou dans les tribus de plus en plus. Des fois pas forcément associative d'ailleurs, hein, mais franchement, il y a un gros travail, il y a une belle prise de conscience au pays, et ça, c'est ce qui fait avancer aussi. Alors, on peut peut-être souligner que justement, le Centre d'initiation à l'environnement, dont la mission est de faire de la sensibilisation et de l'éducation, a une antenne en province Nord. Peut-être que... oui, Carole est en haut, donc Carole Bernard, la directrice du CIE, peut peut-être nous dire un mot à ce sujet. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, le CIE, on a une antenne en province Nord depuis plus de 20 ans, et également une antenne en province Sud. Donc, on fait des interventions sur toutes les thématiques environnementales, et notamment sur la problématique déchets depuis le début des années 2000. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. On intervient donc province Nord, province Sud, et on fait des vacations sur les îles, puisqu'on n'a pas d'antenne sur les îles Loyauté. Il faut savoir que chaque année, grâce à nos partenaires qui sont l'ADEME, la province Sud, on fait en moyenne une 60aine d'animations dans les établissements scolaires, plus des interventions grand public, donc sur des événements communaux, provinciaux, etc. Voilà, fête de la science ou semaine de réduction des déchets, etc. Donc effectivement, il y a des relais, on est disponible pour faire le lien entre les associations. On travaille en partenariat avec voilà, les associations dont on a déjà parlé. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter s'il y a des besoins, s'il y a effectivement des zones qui n'auraient pas été voilà, touchées par nos activités, nos actions. Mais en principe, on couvre quasiment chaque année toutes les communes du territoire, et on essaye d'aller sur au moins 2 îles Loyauté. Et vous recrutez des bénévoles également ? Oui, effectivement. Comme on est une association, donc on a 6 salariés qui travaillent à temps plein, et on fait appel aux bénévoles. Donc annuellement, on a à peu près une centaine de bénévoles qui nous aident dans nos actions, dans nos animations, dans nos montages de projets. Et puis après, on intervient avec tous les partenaires, tous les établissements, etc. Merci. Avec plaisir. Peut-être juste, monsieur, si vous êtes du Nord, je ne sais pas, en tout cas, par exemple à Touault, il y a l'association Haut qui fait des opérations dans ce sens-là aussi. Donc il y a des gens bien motivés là-bas. Donc on est vraiment, comme disait Thibaut, tout un puzzle d'acteurs
Mais dans le Nord, que ce soit aussi à Koumak, il y a pas mal de choses qui se font. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, je suis Soisig de l'association Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie. Alors je voudrais rebondir sur deux sujets qui ont été abordés, en particulier sur l'appel à projet et sur l'histoire du tupperware du Berre. Donc nous, association Zéro Déchet, on lutte contre la réduction, enfin on lutte pour la réduction des déchets. Et dans ce sens, on avait répondu à l'appel à projet sur les alternatives au plastique à usage unique. Et on avait proposé d'accompagner les commerçants dans une démarche de réduction de leurs déchets. Et donc cet appel à projet a été reçu positivement. Et du coup, nous accompagnons des commerçants dans la réduction de leurs déchets à travers un guide de sensibilisation où on décrit 13 actions à mettre en œuvre, dont 2 obligatoires qui sont l'acceptation des contenants. Donc si vous allez avec votre tupperware tel que celui du Berre, vous pouvez aller dans ces commerces qui sont identifiés avec un petit autocollant à l'entrée indiquant qu'ils acceptent vos sacs et contenants propres. Donc vous pouvez y aller avec vos propres contenants. L'autre objectif de la charte, c'est de ne pas distribuer systématiquement d'emballage à usage unique, qu'ils soient biosourcés, en plastique, en craft, etc., etc. Après, il y a 12 autres actions qui sont mises en œuvre avec les commerçants. Donc ça, c'est plus pour la partie sensibilisation. Après, si ce documentaire, merci pour sa qualité, vous a donné envie d'aller plus loin dans une démarche, l'association, on a une page Facebook, il y a également une communauté. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être accompagné sur... vous lancer dans une démarche de zéro déchet, de réduction de vos déchets. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Et sinon, on a une action de sensibilisation ce samedi matin au marché de Moselle, toute la matinée. On fait un atelier de fabrication de lessive qui vous sera offert gracieusement. Et puis pour répondre à la question du Nord, on a une antenne zéro déchet à Poindimier avec une équipe super dynamique. Donc il ne faut pas hésiter à aller les contacter. Voilà. Merci beaucoup, Soisig. Peut-être juste, moi je voudrais dire merci à Zéro Déchet. En tout cas, on a donc calédonisé notre application WAG, We Act for Good, sur laquelle vous pouvez retrouver tous les sites, par exemple, où vous pouvez acheter en vrac. Et les waggers peuvent aussi taguer les commerces qui ne le sont pas encore et qui répondent à ces conditions. Donc ça permet, quand on est dans un quartier, et c'est pas que Nouméa, c'est toute la Calédonie, de pouvoir dire bah tiens, là je peux aller là, je sais que je pourrais acheter en vrac. Donc c'est le genre d'outils qui peuvent accompagner le changement de comportement. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonsoir, merci pour votre belle émission. J'ai vu quand vous avez fait la carte du Pacifique qu'il y a un pays ou deux qui ont interdit des fleurs en plastique. Souvent, quand on voit à certains moments de l'année ici, c'est vraiment quelque chose. Est-ce qu'il y a un projet ici de changer de mentalité? Parce que c'est vrai, ça touche au cœur des gens, mais il faut que ça change. Oui, c'est vrai, c'est le Vanuatu qui a interdit depuis le début de l'année les colliers, les fleurs en plastique. Nouvelle-Calédonie, je ne m'engagerai pas, mais c'est aussi une réflexion qui a lieu en ce moment à Wallis et Futuna. Et vraiment, c'est ce qu'ils ont en tête, d'arrêter en fait les fleurs artificielles, parce qu'il y a toute une biodiversité locale où on peut très bien aussi utiliser les fleurs naturelles. C'est un des produits qu'on trouve énormément dans les mangroves aussi. On en a trouvé beaucoup, des fleurs. Donc il y a quand même effectivement une vraie question à soulever. Ça peut paraître anodin, mais c'est un des déchets qu'on trouve quand même de manière régulière sur nos opérations. Oui, alors on a le jeune homme qui est juste derrière et après Fabienne. Non, c'est juste pour une remarque.
C'est vrai que les fleurs plastiques artificielles, elles ont un impact environnemental et qu'on en retrouve beaucoup dans la nature sur les plages. Mais quand même, un petit bémol aussi par rapport aux fleurs naturelles. Et là, c'est un aspect sanitaire, puisqu'effectivement, si on a des vases dans les cimetières avec de l'eau, eh ben, c'est les gîtes larvaires. Donc on a un autre problème de santé publique avec la dengue, qui n'est pas anodin. Donc tant qu'on n'aura pas réglé voilà, cette problématique aussi de la dengue, on a ce problème voilà, des fleurs naturelles qui sont superbes, mais qui engendrent aussi une autre problématique de santé. Donc c'est des choses comme quoi ne sont jamais si faciles. Alors je n'ai pas la réponse à tout ça, mais enfin voilà, c'est pour montrer aussi que il y a d'autres problèmes qui peuvent être générés par la nature aussi, notamment en ce qui concerne les cimetières. Oh, il y a une solution, après, ce qui existe, c'est vrai, j'ai vu des reportages super en France, où on revient à des cimetières complètement sauvages, où on arrête de désherber, où on remet de la prairie, on remet la nature au cœur des cimetières, on remet cette vie nature. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est innovant, qui est en train de se mettre en place, je sais, dans certaines villes de France. Et pourquoi pas envisager les cimetières comme un lieu de balade, un lieu où il y a de la sérénité, de la paix à travers une nature sauvage. Alors c'est une très belle proposition. On pourrait aussi, pour de l'économie circulaire, et valoriser aussi les savoir-faire des mamans dans les tribus, proposer des fleurs tressées. Il y a des très très belles choses qui sont faites par les mamans en Calédonie. Et ça, c'est pérenne, c'est-à-dire ça ne fane pas en 2 jours. Et ça n'a aucun impact après sur le milieu. Mais on peut coupler les deux. Oui, on t'écoute. Rebonsoir, c'était pour demander pourquoi on n'arrêtait pas totalement le plastique et comment on pourrait faire pour le remplacer au quotidien. Thibaut, je sens que tu as des choses à dire. Il y a un business qui est le business le plus rentable au monde, qui est celui du pétrole. Et avec le pétrole, on fait soit de l'énergie, soit des milliers de produits qui servent à rien et qui produisent des déchets qu'on ne sait pas revaloriser. Et donc, en fait, c'est cette branche-là qu'il faut attaquer, sauf que cette branche-là, elle produit beaucoup d'argent. Et comme ça produit beaucoup d'argent, parce qu'à chaque fois que tu achètes une bouteille d'eau, tu n'achètes pas forcément que l'eau, tu achètes aussi la bouteille. À chaque fois que tu achètes un produit avec du plastique, et d'ailleurs, ça c'est sympa aussi, parce qu'il y a une histoire là-dessus. Si vous allez acheter du plastique, vous allez acheter une boisson dans un restaurant qui est bien connu de la place, on va vous donner la boisson avec un capuchon et une paille. Vous allez dire, mais j'ai pas besoin de la paille. Et on va dire, ok, mais tu vas faire comment pour boire ? Tu vas boire comme ça, ok. Mais du coup, on va t'en retirer la paille. Mais tu sais quoi, tu l'as quand même payé. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, déjà de manière insidieuse, on nous fait acheter ces produits-là, parce qu'en fait, comme on n'en a ni besoin ni envie, en fait, on ne nous la propose pas, ce produit-là, on ne nous le propose pas, tu l'achètes avec ta boisson, c'est compris dedans. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu consens à ton achat, tu l'achètes, et c'est comme ça qu'en fait, on vend énormément de plastique aussi. C'est qu'en fait, à chaque fois que tu achètes une boisson ou un autre produit, on te met des éléments plastiques avec, parce que ça crée des bénéfices supplémentaires. Et donc c'est ça que je dénonce aussi. Je disais tout à l'heure des modèles d'entreprise, des business models. C'est à un moment, il faut que le système économique il soit vertueux. Et en l'occurrence, ça, il n'est pas, parce qu'il nous prend pour des guignols, de 1. Et de 2, en plus, derrière, il y a des dangers pour la santé. Et en fait, tant que le plastique crée autant d'argent, il y aura des personnes qui voudront maintenir ces flux financiers, cet argent-là, cette monnaie. Et donc, ces personnes-là, elles feront en sorte que le plastique ne soit jamais complètement interdit. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que les seules alternatives qu'on trouve, c'est encore une fois, en restant toujours sur le même modèle, c'est je fais un produit à usage unique, comme ça je continue de vendre et de faire beaucoup d'argent. Et en fait, c'est vraiment une question financière, très sincèrement. Il n'y a pas beaucoup d'autres raisons qui font qu'on n'est pas aujourd'hui passé à autre chose. Si on prend l'exemple type, tu disais, mais comment on peut faire ? Je te donne un exemple, regarde ce soir, tu vois, Elisabeth et moi, et je pense qu'on est nombreux dans la salle à voir juste ça. Voilà, à un moment, j'ai acheté un jus, paf,
j'ai ma bouteille, bah, cette bouteille, je l'ai depuis... Le verre, c'est extrêmement difficile à produire. Hein. Le verre, on va piller du sable sur des plages vierges de la planète, ou alors on va sur des pays qui sont pauvres, et on va leur piller leurs plages pour pas cher, pour récupérer du sable, et pour le chauffer à plusieurs milliers de degrés pour obtenir ta bouteille en verre. Mais après, ta bouteille en verre, une fois qu'on a fait ça, bah, l'avantage, c'est qu'elle dure super longtemps. Le verre, ça met plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années à se dégrader. Donc ton verre, là, tu peux le transmettre à tes arrière-petits-enfants sans problème. Donc soit je le garde, soit je le casse. Mais si je le casse, 100% du verre que j'ai là, bah, sauf la ferraille là, mais 100% du verre est recyclable. Donc je peux reproduire du sable avec, ou je peux je peux récupérer 100% de ma ressource. Et donc tu t'imagines si à chaque fois que tu achètes une boisson, tu achètes la bouteille en verre, et puis tu as une consigne dessus, et à chaque fois tu ramènes ta bouteille en verre, tu en récupères une autre, donc tu ramènes la vide, tu rachètes une pleine, et à chaque fois en fait, tu as une ristourne, comment dire, une consigne, oui, mais tu as une réduction sur ton achat parce que tu ramènes ta bouteille en verre. Et ben, le principe, il est là. C'est qu'en fait, on a déjà les solutions. Le problème, c'est qu'il faut maintenant les mettre en place. Ça existait avant. Oui, ça existait. On a connu ça, enfant. Si ça a cessé d'exister en Calédonie, et pourtant, à l'époque, c'était racheté, accrochez-vous bien, 50 francs la bouteille quand même, hein, c'était cher. Et ben, le principe, c'est qu'en fait, les gens ont cessé complètement de les ramener, et ces fameuses bouteilles. Et donc, du coup, bah, les entreprises, elles ont décidé d'arrêter parce que finalement, bah, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, l'objectif, ce serait de remettre ça en place, mais il faut la participation des citoyens actifs qui vont justement participer au système. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il faut que tout le monde s'y mette, à la fois les politiques, à la fois les citoyens et les entreprises. Parce que s'il n'y a pas une action conjointe, s'il y en a un qui diabolise l'autre ou l'autre qui se dit bah non, je ne vais pas faire parce que, et ben en fait, c'est là que ça ne se passe pas. Et le changement du modèle de société il doit être partout. Pour aller dans le sens de Thibaut et pour t'apporter aussi d'autres éléments, il faut savoir que ce business model, en effet, fonctionne parce que ceux qui bénéficient de la rente plastique ne sont pas ceux qui payent pour la pollution plastique. Et ça, c'est le gros problème. Donc le plastique aujourd'hui est hyper rentable parce qu'il n'y a pas le cadrage réglementaire pour faire que ça devienne pas aussi intéressant de faire du business plastique que ce ne l'est aujourd'hui. Donc nous, on a au niveau mondial fait un gros travail que tu peux trouver, tu vas sur le site du WWF et tu tapes pollution plastique, à qui la faute. On a sorti en 2019, l'année dernière, donc il y a une version française, un rapport avec des experts internationaux, le cabinet d'Alberg, sur les pollutions plastiques, à qui la faute, les défaillances du système, pourquoi on a cette pollution plastique et quelles seraient les solutions pour arrêter pas tout le plastique, mais les pollutions plastiques dans les océans, d'ici 2030. Donc c'est un scénario qui est construit, étayé, avec énormément de références scientifiques, c'est pas des bêtises dites sur le coin d'une table. Et donc tu peux le télécharger, je vous invite tous à le télécharger. Et là vous avez une vision mondiale de ce qu'on pourrait faire, au moins pour lutter contre les pollutions plastiques. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les choses sont en train d'évoluer, de changer. Alors ça va peut-être pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait par rapport aux défis environnementaux et sanitaires auxquels on va être confronté à court et moyen terme, mais les choses évoluent, et y compris les entreprises, des gros groupes qui sont engagés dans des démarches responsabilité sociétale en fait des entreprises. Elles ont des objectifs à atteindre, et comme la demande des citoyens par rapport justement au fait de boire ou de manger des produits qui sont sains, et à la fois le contenu et le contenant, eh bien, du coup, on voit que les mentalités évoluent aussi. Et en tant que citoyen et consommateur, alors souvent on entend le terme consomme-acteur, si tu dis, toi, moi c'est du plastique, j'achète pas. Et si plusieurs personnes se disent, c'est du plastique, j'achète pas. Forcément, il va y avoir un impact sur les ventes de ces industriels qui, à un moment donné, vont se dire « mince, nos ventes ont diminué. Pourquoi ?» Parce que, notamment, on a un emballage qui est du plastique. Ça les amène aussi à réfléchir et à changer leur mode de production. Alors oui, il y a bien sûr des enjeux financiers très lourds, mais
on peut les accompagner au changement. Quand je dis on collectivement, c'est pas que nous forcément, mais il y a une vraie prise de conscience et les choses sont en train d'évoluer petit à petit, mais peut-être pas assez vite. Oui, puis qui vont forcément être poussés par les jeunes qui arrivent derrière et qui ne veulent plus de ce plastique. Alors, Elisabeth, il y a la dame qui tend là-bas depuis. La dame qui est là-bas, oui, excusez-moi. Bonjour. Thibaut disait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de plastique récupéré sur les plages. Et je voulais savoir comment était l'évolution de la captation des plastiques des particuliers. Parce qu'il y a de plus en plus d'apports volontaires, etc. Et je voulais savoir quelle est l'évolution, si vous aviez des chiffres justement en Nouvelle-Calédonie par rapport à ça. Alors les chiffres de collecte séparée de plastique, c'est 2%. Donc il y a 2% de tout le plastique consommé par les Calédoniens qui est effectivement trié de manière séparative. Voilà. C'est une étude qui est relativement récente et qui fait suite au passage de Race for Water, qui a suscité énormément de questions justement et qui a amené justement une étude qui a été très approfondie, parce qu'en fait on s'était rendu compte qu'il y avait très très peu de données sur le plastique, voire des données erronées ou revues à la baisse. Donc là aujourd'hui il y a une remise à niveau des données et on se rend compte qu'effectivement il y a vraiment très peu de plastique aujourd'hui qui est revalorisé. Enfin, sur ces 2%, en fait, il y a 1% de revalorisé. Voilà. Donc, il y a des études en cours pour essayer justement de mieux quantifier dans la part des poubelles, en fait, des ménages, quelle est la part des déchets organiques, la part des déchets plastiques. C'est un travail qui a été fait là au niveau du Grand Nouméa, dans le cadre d'une réflexion un peu prospective. Ça n'a pas été fait à l'échelle du territoire, donc c'est vrai qu'avoir des chiffres aussi bien précis, c'est pas toujours facile. On a des chiffres, par exemple, province sud, sur le contenu de la poubelle, province nord, province des îles, pas précisément. Et puis, ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'on a aussi des acteurs. On a un centre de tri qui est situé au Mont d'Or et qui va collecter tous les emballages plastiques. Alors, il y a à la fois les bouteilles, à la fois les bidons de lessive, des plastiques du moins au plus rigides. Et ensuite, donc, du coup, tous ces emballages, eh bien, ils sont souvent exportés pour une valorisation. Alors, valorisation, quelle est-elle ? Ça peut être une valorisation énergétique, par exemple, mais on a pu voir aussi qu'au niveau international, un certain nombre de pays avaient fermé leurs frontières pour ne pas récupérer des déchets plastiques. Donc là aussi, on a une question de déplacement de problèmes. Donc on est quand même organisé, j'ai envie de dire. On a des outils industriels qui existent et qui mériteraient d'être encore davantage mobilisés pour collecter encore plus les déchets plastiques. Donc la première étape, c'est donc les déchetteries qu'on peut trouver dans certaines communes où on peut apporter notre plastique. Et ensuite, ce plastique-là est envoyé au centre de tri du Mont d'Or, qui les trie, donc, si j'ai bien compris, du plastique le plus fin au plus épais. C'est ça, et qui fait des balles différentes avant de les exporter. J'aimerais juste rebondir là-dessus parce que j'ai vraiment envie de faire mon mauvais ce soir, mais imaginez-vous quand même que le plastique, c'est un bout de pétrole qui fait le tour de la planète avec forcément des transports qui fonctionnent au pétrole. On le met dans une machine qui fonctionne au pétrole et qui produit des gaz à effet de serre. On le transforme, on fait un premier produit, ensuite il repart à un autre bout de la planète, ça arrive, et c'est encore du pétrole, on retransforme une deuxième fois, avec une machine qui fonctionne au pétrole, qui crée des gaz à effet de serre. On a une seule utilisation. Et puis ensuite, on va prendre un camion pour aller récupérer le bac de collecte de plastique qui fonctionne, donc le camion fonctionne au pétrole. On ramène ça au centre de tri qui est alimenté par, accrochez-vous bien, du pétrole. Et ensuite, on va aller exporter ça gentiment à l'autre bout encore de la planète avec du pétrole pour que le produit soit potentiellement récupéré avec une machine qui fonctionne au pétrole et qui crée du gaz à effet de serre. Si vous trouvez quelque chose de plus con, vous m'appelez. Franchement, sincèrement, parce que je suis désolé, je suis énervé ce soir, mais ça fait 8 ans qu'on ramasse des déchets dans le pays et qu'on voit ces horreurs. On voit des animaux en train de crever et on voit un empoisonnement global généralisé, tout ça pour faire du fric. Mais moi, je peux vous dire que dès l'occasion m'est donnée d'ouvrir ma gueule, mais je le fais parce que c'est dramatique. Il y a beaucoup de fausses solutions et le recyclage du plastique au niveau mondial,
mal, Hubert l'a dit dans l'émission, c'est que dalle. Les 3/4 des plastiques aujourd'hui finissent en déchets parce que ça se recycle pas bien. On fait pas de fric avec le recyclage du plastique. Et c'est pour ça qu'on l'interdit. C'est parce qu'en fait, à partir du moment où les pays développés ont eu besoin de gérer les déchets plastiques qu'auparavant ils envoyaient vers la Chine, en février 2019, la Chine elle a dit j'arrête tout. D'un seul coup, il y a plein de pays qui interdisent le plastique. C'est pas parce qu'ils sont devenus super gentils, c'est parce qu'en fait, ils se sont retrouvés avec plein de déchets plastiques qu'ils ne savaient pas gérer. Ils se sont dit, mince, comment on va faire ? Du coup, voilà, bim. Et c'est ça, le problème, c'est que tant qu'on fixe notre société sur le modèle économique qui est basé sur du profit, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut prendre tout le reste autour et dire, voilà, là, typiquement, le plastique, c'est une vaste connerie. Voilà. Oui, on peut l'applaudir. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à participer aux actions de Kalédo Clean, à des actions de nettoyage. Vous verrez qu'il y a vraiment un avant et un après Action Kalédo Clean. C'est vraiment, on l'a vécu, nous, même si dans l'équipe, on est déjà extrêmement sensibilisés à tous ces sujets d'environnement et au plastique. Et je peux vous assurer que c'est un grand moment qu'on partage avec beaucoup de bénévoles. On n'oublie pas, il y a quelque chose qui change. Donc vraiment, je vous invite à participer à ces actions. Et là, je suis méchant ce soir, mais sinon, les opérations, ça se passe dans la bonne ambiance. En fait, il est pire. Non, il est formidable. Il arrive à fédérer un nombre de bénévoles autour de lui grâce à son énergie. Vraiment, on peut te féliciter, Thibaut. Ce que tu fais est quand et même surtout incroyable. les équipes de Kalédo Clean, parce que c'est vraiment elles qui font tout aussi. Ouais, merci. Alors, on a une autre question par là. Oui, madame. Et après... Ah oui, voilà. Pardon. Bonsoir. Je me pose une question au sujet de quelles sont les conséquences en fait, des microplastiques que l'on ingère, nous, sur les fameux 5 grammes par semaine. Est-ce que ça colle aux muqueuses ou bien est-ce que c'est des molécules qu'intègre notre métabolisme ? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre organisme ? Bien, tu veux répondre peut-être ? Je laisserai Thibaut développer parce qu'il a creusé. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question plastique. En tout cas, on sait très bien qu'il y a des perturbateurs endocriniens et que c'est une bombe à retardement parce qu'il n'y a pas un plastique, mais il y en a une flopée. Et c'est pas tant le plastique que tous les adjuvants qui sont mélangés au plastique qui posent les problèmes. Mais peut-être en exemple, Thibaut, tu as pas mal creusé le sujet, donc je te donne la parole. Peut-être vous voulez dire un mot, les scientifiques aussi. C'est pas parce qu'on est scientifique qu'on peut parler de tout. Donc moi, je suis biologiste animal, donc je peux pas vraiment détailler les effets sur la santé humaine. Simplement, vous évoquiez le cas des microplastiques. Le microplastique, ça se voit. En dessous, il y a l'étape d'en dessous encore plus fragmentée, dans ce qu'on appelle les nanoplastiques, donc c'est vraiment minuscule. Et là, je crois que ça a été dit dans le reportage, ces détails, d'abord ça ne se voit plus, et puis ça rentre dans le métabolisme, c'est-à-dire ça rentre dans les fluides en circulation, ça traverse les parois cellulaires, ça peut occasionner des lésions, des micro-lésions, etc. Donc effectivement, les aspects spectaculaires, à peu près personne ici s'amuse à avaler des briquets, des stylos ou des claquettes, ce que certaines espèces marines peuvent faire, mais à l'échelle de tout petit composant, de tout petit fragment, on est effectivement contaminé. Il y a tout l'aspect, il y a l'aspect chimique associé qui est extrêmement complexe. Il y a aussi le fait quand même que ce sont des produits qu'on n'est pas en capacité de dégrader, c'est-à-dire notre physiologie ne nous permet pas de dégrader un certain nombre de composés. Donc un composé qui ne se dégrade pas mais qui continue à être ingéré au cours de la vie, il s'accumule dans un certain nombre d'organes et au-delà d'une certaine concentration, il induit des problèmes physiologiques, des difficultés à se reproduire, voire une mort par empoisonnement. Et c'est le principe de la biocontamination. L'espèce humaine, c'est une espèce qui est longévive, avec une espérance de vie de l'ordre de 80 ans, donc ça veut dire qu'effectivement, on accumule pendant très longtemps et on peut éventuellement atteindre des niveaux de contamination importants. Voilà, je ne peux pas dire plus en détail, sans dire de bêtises, donc je ne préfère pas en dire, mais on fonctionne comme n'importe quel autre animal qui ingère du plastique. D'accord, merci beaucoup.
Je voulais demander, vous avez dit qu'il y avait 60 millions de sacs en plastique qui étaient utilisés en Calédonie avant le moment que ils étaient, entre guillemets, interdits. Et je vous demande, est-ce que vous savez combien maintenant sont produits? Je vous explique. J'étais dans un magasin sur la place il y a 2 jours. Il y avait une palette de sacs en plastique de 1 mètre par 1 mètre. Une dame devant moi, elle a pris 20 paquets de 500 sacs. Ça faisait 10 000 sacs qu'elle a achetés dans un seul coup. Je retournais à la palette et j'ai estimé qu'il y avait 1 million de sacs en plastique dans bien en évidence. Je monte les escaliers, j'ai demandé de voir le directeur. Il a très gentiment me reçu. Il m'expliquait que sur le territoire, parce que je savais qu'il y avait cette émission et cette débat, et il m'a expliqué qu'il y avait 2 entreprises sur le territoire qui produisent des sacs qui sont tout à fait comme avant, à 50 microns, et qu'ils sont 2, et qu'avec 1 million sur la palette, qui était juste produit pour le mois de juin, je pense que peut-être on surpasse les 60 millions d'avant, à cause avec les 2 producteurs sur la Nouvelle-Calédonie. Je demande, est-ce que vous êtes au courant combien sont produits? Pour être sincère, non, je ne sais pas aujourd'hui combien sont produits. Après, sur les 2 producteurs locaux, alors il y en a un qui a diversifié sa production, justement, qui avant fabriquait, alors c'est pas celui que vous avez rencontré, c'est l'autre, fabriquait des sacs plastiques et qui depuis a diversifié sa production et fabrique des sacs en papier. Donc il y a aussi un effet en fait levier de mettre en place des réglementations pour changer les productions. Par contre, par rapport à votre exemple concret de palettes, voilà, je pense qu'il y a eu un certain nombre aussi de stocks qui ont été faits et qui malheureusement continuent d'être utilisés. On en parlait avant d'intervenir tous ensemble. Voilà, on pense qu'il y a certainement des contrôles, alors qui sont faits visiblement, mais qui méritent d'être certainement déployés et peut-être augmentés, quoi. Il m'expliquait qu'il produisait tous les semaines, tous les mois des sacs en plastique ici, que c'était interdit, quand on va dans un magasin, c'est interdit de proposer ça à des gens pour faire des courses. C'est interdit de... Mais si une dame prend ça pour mettre ses litchis au pied de son arbre, elle peut vendre ses litchis en sac en plastique, parce que ce n'était pas fait dans le magasin, à la sortie du magasin. Alors, il y a peut-être un petit problème sur notre loi. La deuxième chose, il a dit que c'était les sacs qui fait ICO, qui sont plus biodégradables, ils étaient plus chers et les gens, ils ne voulaient pas acheter. Alors, peut-être il y a une taxe sur le plastique qui devrait être installée pour rendre les choses polluantes plus chères. Je vous invite à faire remonter cette proposition auprès du gouvernement. Il n'y aura pas de transition écologique sans révision de la fiscalité. La fiscalité doit porter le modèle de société que l'on veut, sinon ça restera des mesurettes. Vous avez complètement raison. Peut-être juste un élément aussi, je vous invite en termes d'action, alors c'est pas calédonien, mais c'est mondial. Vous tapez pétition plastique WWF, vous allez tomber sur notre page d'appel à une pétition pour un accord mondial contraignant pour éliminer les fuites de plastique vers les océans. Et on en est déjà à 1 760 000 signatures. Et on souhaite au moins atteindre les 2 millions pour pouvoir, dans les grands événements mondiaux, alors qu'on était, vous le savez, déplacés du fait du Covid, pour que ça pèse et qu'il y ait au moins 2 millions de citoyens de la planète qui se positionnent sur ce sujet et qui disent « halte là, on veut plus des 8 millions de tonnes par an de déchets plastiques dans nos océans ». Merci Hubert. Y a-t-il d'autres questions? Oui, par ici. Bonsoir. Alors moi je voulais revenir, vous avez parlé du centre de tri du Mont d'Or, donc j'ai eu, je ne sais pas si on peut dire la chance, mais j'ai travaillé là-bas en job d'été, et je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils jettent, vraiment, que ce soit en plastique
ou autre, parce que vraiment, mais on en trie énormément par jour, et il y en a déjà même, on a du mal à suivre la cadence parce qu'il y en a limite trop pour ce qu'on arrive à trier, parce que faut savoir que c'est des gens qui travaillent sur un tapis de tri, donc ils sont debout toute la journée. Donc déjà, c'est dur. Il y en a qui ont des problèmes de dos ou à cause de ça. Donc quand on jette, il faut aussi penser à ça. Il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, Kaedo Clean, je ne sais pas si c'est vous qui récupérez, il me semble, les capuchons. Oui, les bouchons. Oui. Voilà, il y en a vraiment des poubelles par semaine qui sont... Voilà, c'est vraiment beaucoup. Donc déjà, il faudrait... voilà, si vous pouvez réduire au maximum vos déchets, quoi, c'est vraiment essentiel. Et aussi rappeler que les briques de lait ne se recyclent pas. Donc si vous pouvez prendre des bouteilles de lait plutôt déjà, ce serait voilà, mieux, plus correct. Merci beaucoup. Il ne vous reste plus qu'à adhérer à l'association Zéro Déchet. Hein. Oui, alors une autre question. On a notre... Non ? Vous pouvez, hein, ça nous fait très plaisir de voir aussi le jeune public aussi intéressé et poser autant de questions. Merci. Je vais peut-être m'adresser plus particulièrement à l'ADEME, parce que justement, on parlait de déchetterie, de tri de déchets, et je pense que pour parler des citadins de Nouméa, ne sont pas très informés qu'il y a des quais d'apport volontaire où ils peuvent trier déjà leurs déchets chez eux et les apporter à ces déchetteries. Est-ce que l'ADEME ne pourrait pas, avec d'autres sociétés, en parler peut-être plus, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout connu. Et enfin, j'imagine des spots télé, de publicité pour ces quais d'apport, parce que dans ma rue, par exemple, on entend le cliquetis des bouteilles en verre dans les poubelles, ça fait très mal, parce que voilà, les bouteilles en verre, elles partent à la poubelle, et tout le reste, d'ailleurs, le plastique, le carton, le papier, alors que nous avons quand même des systèmes de tri. Donc j'ai l'impression que les Nouméens, puisqu'il y a plusieurs centres d'apport volontaire à Nouméa, ne connaissent pas. Il y a un manque vraiment d'informations. Et est-ce qu'il ne serait pas possible d'apporter cette information par voie de radio, de télé, voilà, par tous les médias possibles? Alors, c'est une suggestion intéressante. J'évoquais avec Hubert à l'instant, par exemple, tous les points d'apport volontaire, ils sont géolocalisés, notamment sur Nouméa, donc on peut les retrouver très facilement, il y en a vraiment dans tous les quartiers. Ensuite, la ville de Nouméa, pour citer la ville de Nouméa, est engagée dans un programme local de prévention des déchets depuis plusieurs années, donc avec un certain nombre d'actions qui visent à produire moins de déchets, sensibiliser les habitants sur réduire leurs poubelles, sur valoriser les déchets verts, etc. Et c'est vrai que la question de la sensibilisation, de la communication, c'est peut-être un sujet sur lequel on peut aller un peu plus, donc on leur passera le message. Après, régulièrement, j'ai envie de dire, il y a quand même des émissions organisées de radio pour informer sur la réduction des déchets. Et donc là, je passe le dernier message concernant l'organisation de la Semaine européenne de réduction des déchets, qui a lieu chaque année en novembre. C'est la 3e semaine de novembre, où on fait toutes des actions de communication sur la réduction des déchets. Ce sont des projets qui sont portés par des entreprises, des collectivités, des associations. Et donc chacun, même les particuliers, peuvent s'inscrire dans la Semaine européenne de réduction des déchets et proposer une action. Et voilà, c'est une semaine assez festive. On essaye de sensibiliser là-dessus, sur la réduction des déchets. Donc on peut faire certainement mieux. Oui, il existe déjà des choses. Moi, je voulais rebondir sur une chose, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui savent que les déchetteries existent, même s'il y a aussi une partie des gens qui n'ont toujours pas trouvé le chemin de la poubelle, nos photos le démontrent bien, et qui ne sont toujours pas réprimandés, malgré le fait que ça fait 8 ans qu'on dit aux institutions qu'il faudrait peut-être commencer par réprimander les gens qui jettent partout, mais ça, apparemment, il n'y a pas le courage politique non plus pour le faire. Il y a une chose qui est très importante, après ce petit passage cynique, je voulais juste dire, en fait, le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas du tout où finissent leurs déchets, qui finit par les traiter et qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc, du coup, on entend très régulièrement « Mais non, mais ça sert à rien parce que de toute façon, ça va au trou. » Et c'est complètement vrai. Il y a combien de gens, sérieusement, qui viennent régulièrement me dire « Mais de toute façon, ça sert à rien. Vous faites comment pour trier, vous, quand vous ramassez? Parce que de toute façon, ça va tout au trou. » Et je dis « Bah non, ça va
pas tout au trou. Alors j'explique, et puis ça fait 8 ans qu'on explique avec tous les bénévoles de Kaleido Clean, puis maintenant, en fait, on a compris une chose, c'est qu'en fait, il fallait faire un visuel. Donc on a créé un visuel qui explique les dispositifs qui sont mis en place pour la population. Ensuite, on a directement tous les produits qui sont recyclés en Nouvelle-Calédonie. Et puis vous avez toutes les entreprises, parce que ça c'est important, parce qu'en fait ces gens-là on ne les voit pas, on ne sait pas qui c'est qui recycle. Les déchetteries elles ne communiquent pas toujours sur le recyclage, donc on ne voit pas forcément aujourd'hui qui recycle. Alors forcément le citoyen lambda il se dit mon déchet c'est bien, j'amène à la déchetterie mais je ne sais pas où il finit. Et là maintenant on voit toutes les entreprises qui sont concernées, donc on met en valeur les acteurs locaux du recyclage, et puis après derrière on explique quel est le process de transformation et où est-ce que ça finit. Et ça, je vous invite massivement, parce que tout le monde a fait sa petite pub ce soir, moi je fais la mienne aussi, le principe c'est qu'en fait, il faut aller voir sur la page Kaleido Clean, on a créé ce fameux visuel, et je vous invite à le partager massivement. Donc là, c'est un premier visuel qui qui présente toutes les filières réglementées par la responsabilité élargie du producteur, donc avec l'éco-organisme Tréconnect. Et il y a un second visuel qui va arriver, qui va présenter toutes les autres filières, avec l'intégralité des acteurs, l'intégralité des produits, et y compris les initiatives locales qui ne sont pas forcément entrepreneuriales, mais associatives. Donc du coup, l'avantage, c'est que vous aurez une carte de qui fait quoi en termes de déchets, et ça va sensibiliser les gens, et ça va amener les gens à aller beaucoup plus à la déchetterie, parce que je vous assure que le nombre de personnes qui n'ont pas confiance dans le système pour recycler les déchets, il est très important. Merci. Oui, une dernière question par ici. Oui, bonsoir. Je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas de cubes de tri sélectif pour le plastique en ville. Un éco-box. Pas de collecte en porte-à-porte, mais des poubelles qui distinguent à la fois les déchets plastiques. Non. En ville, il y a des containers, on peut mettre les bouteilles, les canettes, le papier, et il n'y en a pas pour le plastique. Même si on ne peut pas vraiment le recycler, peut-être que ça aiderait les gens à faire du tri. Donc, ensuite, il n'y en a pas dans les points d'apport volontaires, mais dans les déchetteries, on peut quand même bien sûr trier. Oui. Mais il y a eu un choix, à un moment donné, un arbitrage en termes de coûts et peut-être de gisement, d'avoir ces 3 bacs, donc les papiers cartons, les canettes et le verre. Ça inciterait peut-être les gens à faire du tri, et ceux qui n'ont pas envie d'aller à la déchetterie, je sais pas, ce serait peut-être une idée. C'est une idée. Alors, oui, alors voilà, juste, ça va être la dernière intervention, parce qu'on doit clôturer, hein, on a un format de 2 heures, il va falloir que je clôture. Alors, pour partiellement répondre et en même temps compléter ce qu'a dit Thibaut, et merci pour le visuel qui est passé il y a quelques jours sur la page Facebook, parce que la filière REP n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Tout ce qui est fait sur le territoire au niveau emballage part d'initiatives privées. Rien n'est obligatoire. Donc même les éco-box sont des initiatives après qui peuvent être au niveau du SIGN, mais ce sont des vraies initiatives qui sont, je vais dire, spontanées, qui ne sont pas issues d'une volonté finalement politique, parce qu'il n'y a pas de filière REP. Donc effectivement, il existe des éco-box pour les canettes, pour le verre, pour le papier. Il existe une initiative effectivement pour les bouteilles en plastique dans les déchetteries et uniquement sur certaines communes, parce que derrière, il y a des initiatives volontaires privées. Le jour où il y aura une filière REP, je pense que beaucoup d'autres choses pourront être faites. Alors, filière REP, peut-être dire ce que ça signifie, responsabilité élargie des producteurs. Et c'est vrai qu'il y a toute une réflexion en cours depuis quelques années, et le but c'est d'avancer assez rapidement pour qu'il y ait une filière, donc responsabilité élargie des producteurs, sur les emballages, en fait, en province sud. Donc c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, en effet, et qui devrait sortir certainement très, très prochainement. Alors on aurait On avait dit de ne pas éteindre les micros. Je n'ai plus de batterie sur mon micro.
Alors, je suis désolée, mais nous allons devoir clôturer. Hein, nous avons un format de 2 heures. En revanche, je vous invite à rejoindre la page que nous avons créée sur Facebook, sur Empreinte NC. Nous avons créé un groupe empreinte positive pour la Nouvelle-Calédonie. Si vous souhaitez continuer à poser des questions, à échanger entre vous, hein, c'est un groupe libre. Ça peut être vraiment intéressant. Par ailleurs, donc bien sûr, je vous invite à liker les pages, si ce n'est déjà fait, des associations WWF Antenne de Nouvelle-Calédonie, Calédoclean, ADEME Nouvelle-Calédonie, Association Zéro Déchet, et bien sûr à les rejoindre pour les accompagner dans les actions de terrain. Je vous le rappelais, hein, le rendez-vous de ce soir sera diffusé sur Calédonia le samedi 4 juillet à 14h et ensuite en replay sur le site. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain rendez-vous Empreinte le 23 juillet. Ce sera un ciné-débat sur le thème de l'autonomie alimentaire, santé et respect de la terre que nous avons réalisé à la sortie du confinement. C'est un sujet très intéressant au cours duquel vous découvrirez dans l'émission énormément d'informations intéressantes sur l'autosuffisance alimentaire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Si vous souhaitez continuer à échanger, vous avez des questions très précises à poser à nos intervenants, on est encore là 15 minutes pour vous répondre. Voilà, merci beaucoup.